Jutan et Daniel Kaufmann d'avoir coordonné ce numéro des Annales des mines sur les infrastructures numériques du futur, et à tous ceux qui y ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Nos échanges seront animés par Francis Jutan et nous entendrons dialoguer par ordre alphabétique Laurent Benzoni, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, économiste, bien connu, et puis par ailleurs président et fondateur de Terra Consultant, Emmanuel Dotaro, responsable des laboratoires ICT et sécurité chez Thales Secure Communication and Information Systems, Daniel Kaufmann, professeur à Télécom Paris et cofondateur de LINX, qui est le Laboratory for Information Networking and Communication Science, et de ICT 4V, Sébastien Picarda, directeur général d'Agdata, et last but not least, Anne-Sophie Taillandier, directrice de TerraLab à l'IMT. Pour nous éclairer sur ce sujet, avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants dans cette salle ou à distance. Je remercie également Daniel Moula, secrétaire général adjoint des Annales, à qui nous devons la qualité formelle de ce numéro et d'avoir rendu cette réunion techniquement possible. Francis Jutan va présenter le numéro des Annales qui nous donne lieu à cette table ronde, les questions principales qu'il traitera. Qu'il me soit permis d'abord de dire juste deux mots des raisons qui ont conduit à produire ce numéro dans Enjeux numériques et d'organiser cette table ronde. D'abord, la croissance de la valeur des grandes plateformes numériques, beaucoup plus rapide que le reste des activités économiques, est manifeste depuis 2 décennies et tient à plusieurs facteurs. Les coûts marginaux quasi nuls, l'avantage décisif au premier gagnant sur un marché porté par les technologies et l'innovation, les efforts stratégiques en technologie qui sont majeurs des États-Unis, de la Chine et dans une moindre mesure de l'Union européenne, ce qui a conduit au diagnostic de risque de décrochage européen qu'alertent les rapports Draghi et l'État de façon récente. Jusqu'à présent, l'attention s'était surtout focalisée sur les couches hautes des technologies requises, et les Annales d'ailleurs avaient suivi cette tendance. Cependant, de nouveaux aspects sont apparus. D'abord, les préoccupations de souveraineté, rendues plus aiguës par le contexte international, ont remis en évidence que les infrastructures avaient aussi un rôle majeur. Les technologies en cause, l'architecture des réseaux, l'explosion prévisible de la production de données et de consommation d'énergie, voire d'eau, via l'intelligence artificielle, amènent des questions et des solutions nouvelles. Ensuite, l'arrivée de la 5G puis de la 6G ouvre des défis nouveaux, à la fois en termes de cybersécurité et d'appropriation rapide pour des gains de productivité et de nouveaux modèles d'innovation. Les data space et les communes de données recouvrent des enjeux cruciaux, ainsi que la question de l'attractivité des territoires pour accueillir les centres de données. Les stratégies nationales et européennes évoluent rapidement. L'Europe réglemente, les États-Unis moins, quitte à traiter a posteriori les effets d'innovation développés sans contrainte. La Chine rattrape à vive allure. En outre, les opérateurs de télécom sont beaucoup plus nombreux en Europe qu'aux États-Unis, ce qui limite leur capacité de négociation vis-à-vis des grandes plateformes qui font transiter leurs données par eux. La taille des investissements requis pour les infrastructures colossales impose des visions de long terme, et là aussi il y avait un sujet dans lequel la tradition des ingénieurs d'État est classiquement de s'en préoccuper. Et puis, le développement de ces infrastructures peut avoir des effets positifs sur les usages, pour les entreprises, pour les individus, pour les collectivités, à condition que soient entrepris des efforts considérables de formation, d'adaptation des modes de gestion des organisations. On dit que la tuyauterie est importante, mais bien entendu, elle implique aussi des changements sociétaux majeurs. Il était donc utile de faire le point au moment où s'élaborent de nouvelles perspectives. Permettez-moi aussi de rappeler que les Annales des mines, plus généralement, fondées en 1794, sont la plus vieille revue imprimée d'Europe. Nous venons de fêter ces 230 ans, qui montrent la vivacité de nos réflexions pour échanger sur les meilleures pratiques d'aujourd'hui et les enjeux d'avenir. Elles comprennent 4 séries: réalité industrielle, gérer et comprendre, responsabilité et environnement et enjeux numériques. Tous les numéros des Annales sont accessibles gratuitement dès le début du mois de leur parution sur le nouveau site annalesdesmines.org qui sert à son développement et qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Les Annales des mines sont ainsi dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie. Au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de retrouver sur le site des Annales à ceux qui n'auraient pu participer immédiatement. Les chantiers d'avenir sont donc nombreux. Je laisse la parole à Francis Jutan pour l'animation de la table ronde. Oui, donc bonjour à tous. Ce numéro de revue est un numéro qui est assez dense, volumineux. On a effectivement, je crois, 26 articles avec 32 auteurs. Donc ça se déguste par morceaux, je pense, parce que
Beaucoup de points de vue ont été abordés, à la fois de grands points de vue transversaux sur l'évolution des infrastructures numériques. Ensuite, tous les moteurs technologiques et les moteurs architecturaux hein, qui vont quelque part booster le développement de ces infrastructures. On a aussi tenu à ce que les impacts sectoriels soient abordés. Il y en avait beaucoup, on en a choisi 6. Vous avez avec Sébastien aujourd'hui quelqu'un qui va nous parler d'un data hub qui fonctionne. Et également, à la fin, effectivement, nous avons deux timides, il en fallu beaucoup plus. Il y avait déjà beaucoup d'articles sur des éléments plus prospectifs, notamment l'IA. Alors l'IA, on peut dire que c'est aujourd'hui où c'est prospectif dans sa mise en œuvre réelle, hein, parce qu'il faut regarder cela. Et puis aussi un article de Laurent Clavier sur d'autres types de routage, de nature de routage dans les réseaux. Donc aujourd'hui, on a réuni, je ne dirais pas la fine fleur, parce que tous les autres auteurs sont tout à fait intéressants, mais 5 auteurs qui ont des visions assez larges des choses pour organiser une présentation, non pas de ce qu'ils ont écrit, parce que ça vous pourrez le lire, mais plutôt de vision sur, au départ, un regard croisé hein, entre différentes, j'allais dire, disciplines, ça c'est mon origine académique, de différentes disciplines sur l'évolution des infrastructures. Ensuite, on regardera le poids de l'émergence des données dans tout cela. Donc Anne-Sophie et d'autres vont aussi parler de cela. Ensuite, on essaiera de faire un point sur l'état européen, l'état des choses au niveau européen, et qu'est-ce qui se dessine au niveau d'Europe. Et on conclura sur les aspects de souveraineté et d'autonomie stratégique. Si vous avez regardé la couverture, on a une sorte de Saint-Georges terrassant un dragon, ça peut être vu comme ça. Et je ne sais pas aujourd'hui qui est le dragon et qui est Saint-Georges. On essaiera d'en parler. Donc, on va, sans attendre, on a prévu plutôt un mode d'échange. Ça veut dire que nos intervenants qui ont beaucoup de choses à dire, vont se contraindre un peu pour en 4 minutes donner les points essentiels. Et donc, je vais commencer effectivement par Daniel, qui va nous parler de ce titre Convergence, confluence. C'est un sujet compliqué. Comment les architectures de ces infrastructures vont évoluer. À toi, Daniel. Merci Francis, et merci pour l'opportunité d'avoir participé à ce numéro. Alors, pour parler d'évolution, je pense que c'est utile de faire une petite perspective historique, mais que je vais faire extrêmement courte. Et si on regarde, par exemple, l'apparition du cloud, on peut dire qu'en 1999, Google a été créé. Je suis désolé de parler d'emblée d'une entreprise GAFAM, disons, mais c'est important pour la suite. Et à partir de là, le cloud se développe avec des technologies qui sont propres et qui s'avèrent extrêmement performantes pour passer à l'échelle. En 2012, la plupart des opérateurs importants au niveau global se disent « Tiens, ces architectures-là seraient pertinentes pour nous, elles sont beaucoup moins chères, elles sont beaucoup plus évolutives. » Et donc, ils écrivent conjointement un document, un livre blanc, en disant « On va passer sur ce qu'ils ont appelé la virtualisation et la softwarisation des réseaux. » Autrement dit, construire des réseaux télécoms sur la base des architectures connues dans le monde du cloud. Ils se sont lancés dans cette aventure, qui aujourd'hui est une réalité, même s'il reste des choses à faire, et donc on se retrouve dans ces situations dans lesquelles les architectures, les infrastructures des uns et des autres se ressemblent beaucoup. Tellement elles se ressemblent qu'elles convergent, on va en discuter, qu'elles commencent à converger. Et donc on voit apparaître notamment des concepts comme le edge computing ou le mobile edge computing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cloud, qui historiquement était centralisé sur des grands data centers, qui comptent jusqu'à 1 million ou plus de serveurs, diffuse sur l'ensemble du réseau, notamment, jusqu'au bord, et y compris au-delà du bord. Et donc ça, c'est une première évolution. Et donc, notamment au bord du réseau, on voit une convergence entre les infrastructures réseau et les infrastructures du cloud. De deux manières. D'une part, parce que les fonctionnalités réseau commencent à se déployer de la même manière que les fonctionnalités du cloud, à savoir sur un équipement matériel générique et de manière logicielle. Et donc, si je fais une caricature, c'est un hardware, une machine, un serveur générique qui peut porter de la même manière une fonctionnalité dite cloud ou une fonctionnalité dite réseau. Et donc, on voit déjà là, d'une manière purement technologique, architecturale, une première convergence.
Et donc, c'est comme ça qu'on déploie les fonctionnalités réseau de plus en plus aujourd'hui. Et cela concerne non pas uniquement le réseau lui-même, mais également les fonctionnalités de sécurité pour le réseau, mais également pour offrir des fonctionnalités de sécurité à des tiers, sujet très cher à M. Notaro. Et donc, on est vraiment dans cette convergence-là. Se pose la question des investissements, parce que est-ce que c'est le cloud, est-ce que c'est le réseau qui investit, c'est quels acteurs qui vont investir dans ce que je viens de décrire. La question reste ouverte. Aujourd'hui, le Mobile Edge, par exemple, n'avance pas aussi vite qu'il devrait, à mon avis, du fait justement que ces questions ne sont pas résolues. On travaille d'ailleurs à l'Institut Télécom sur de nouveaux modèles économiques qui permettraient des co-investissements dans cette logique-là. Pourquoi tout ceci est important? C'est parce que le Mobile Edge Computing, par exemple, et je me base que sur cet exemple-là, il y en a d'autres, est un facteur d'accélération de la numérisation de l'ensemble des secteurs d'activité. Notamment, par exemple, des transports intelligents. Ça permet des temps de latence très faibles, ça permet une protection des données parce que les données restent plus proches de celui qui génère les données. Tout cela fait que pour avancer sur des services à haut potentiel de création de valeur, il faut avancer là-dessus. Donc, de manière générale, donc, on est en plein sur cette convergence-là, réseau cloud, distribution du cloud, edge computing. L'importance des verticaux, je le répète, est essentielle, et on répond à ça, et c'est arrivé avec la 5e génération, en travaillant vraiment de manière synergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on conçoit les réseaux de demain, on travaille la main dans la main, la main dans la main avec les verticaux, l'énergie, les transports, la santé, etc. Et il me reste 1 minute, donc je vais passer à un autre chapitre sur la même logique. Mais une fois que tout cela a convergé, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur ces réseaux construits de la manière qu'on vient d'évoquer, ces réseaux, on va les ouvrir. Ça veut dire quoi? C'est qu'à travers des interfaces offertes par les opérateurs de ces systèmes-là, on va permettre à des tiers de venir contrôler ces infrastructures-là, pour une partie qui leur est offerte. Bien sûr, ce n'est pas toute l'infrastructure. Et on arrive à virtualiser, à segmenter par rapport à ce qu'on appelle le slicing et donner des bouts de ces infrastructures à différents acteurs. Et un acteur qui reçoit un bout pourra le contrôler lui-même grâce aux interfaces qu'on vient d'évoquer. Mais ça va au-delà, parce qu'à terme, ce qui va se passer, si on suit la logique que je décris, c'est que divers acteurs du monde des services, notamment des verticaux, vont placer leurs propres fonctionnalités dans les infrastructures dont on parle. On parle même d'une marketplace de fonctionnalités. Et donc, les réseaux convergents dont on parle, je suis très bavard, je suis désolé, deviendront une plateforme de services dans lesquelles divers acteurs mettront des fonctionnalités qui seront articulées pour créer les services de demain. Il y a un énorme potentiel de création de valeur, mais également des risques très importants par rapport aux acteurs établis. On en parlera par la suite. Merci. Donc, on va enchaîner à quelqu'un qui a aussi beaucoup de choses à dire et à qui on a restreint un peu sur les problèmes techniques et technologiques, radio, cyber, spatial. Donc, il va nous apporter ses éclairages. Emmanuel Dotaro. Alors, merci pour l'invitation aussi. Et puis, je vais faire aussi une petite note historique. On a eu une phase, Internet est né distribué pour des questions de résilience. On a une phase d'hypercentralisation avec de très très gros data centers et des très très gros acteurs. Et on est dans une phase où le balancier a tendance à revenir vers des choses plus distribuées, comme tu l'as dit Daniel. Et donc avec des potentiels mouvements et changements techniques, mais aussi d'acteurs. On y reviendra certainement. Donc on est dans un monde qui est multilatéral et j'oserais dire que pour ceux qui ont eu des cours sur les réseaux dans le passé, c'est un peu la fin des couches. Et le modèle OSI ne s'applique plus comme il s'appliquait, avec une verticalisation intense pour certains acteurs. Vous pouvez acheter en boîte noire un service numérique qui va comprendre le compute, le réseau, la sécurité, l'IA, tout ça d'un seul coup et avec un seul acteur, sans que vous sachiez exactement ce qu'il fait derrière. Donc, on est en phase d'un mouvement de la 5G vers la 6G, qu'on attend plus continu et moins en rupture qu'entre la 4 et la 5. Déjà, pour bien comprendre les choses, la 5, c'est pas le 4+1. On a changé de scope, on a changé d'univers technologique, on a changé d'acteur, donc c'est pas juste une continuité. Et dans les termes d'architecture, effectivement, on a amené des nouveautés. On a commencé le NTN, le Non-Terrestrial Network, donc, avec une dimension satellitaire et 3D, donc avec d'autres acteurs, des opérateurs satellitaires, une patte supplémentaire qui peut faire permettre de la résilience, de la couverture et bien d'autres choses, y compris un concept qui s'appelle aujourd'hui le Space Edge Computing pour mettre des capacités aussi de calcul dans l'espace. Donc c'est un sujet très à la mode. Un Américain, soutien du président électif, a lancé sa propre constellation. On essaye en Europe, on aimerait peut-être aussi
de joindre les deux bouts. Donc il y a cette dimension 3D qui est importante et qui va des drones aux apps, donc les ballons d'altitude, les avions et toutes les altitudes de satellites qui peuvent être concernées. Donc ça, c'est un changement d'architecture fondamental. La convergence du cloud continuum, Daniel l'a abordé avec l'Edge. Où est-ce qu'on met la capacité de calcul et comment, et surtout qui la maîtrise pour quoi faire, parce que si on ne pose pas cette question-là, on va avoir du mal à prédire le futur. Donc, ce continuum, il y a plein d'enjeux, avec des défis importants pour l'Europe. L'intégration dans la 6G par rapport à la 5 du sensing. Donc, alors, ce que certains appelaient l'IoT, mais l'IoT en tant que tel, c'est pas vraiment un marché, il n'y a pas vraiment d'acteurs. Par contre, les points de terminaison du système qui font du sensing, ça, on voit bien. Et ça va devenir important pour aussi faire émerger des nouveaux services et de nouvelles optimisations. Alors, on a parlé d'IA, on est obligé de parler d'IA. La 6G est dite AI native, alors que la 5G était dite cloud native, parce qu'elle réutilisait les technos. Donc, il y aura de l'IA partout, à tous les étages dans la 6G, depuis l'utilisation du spectre jusqu'au service. Et le mot service, et je pense que je sais pas combien de temps il va Une minute. Alors, le service est fondamental. Si on développe les meilleures technologies du monde, dans ce qu'avant on appelait des couches, sur la physique, l'orchestration, la virtualisation, etc., mais qu'in fine, on n'a pas le guichet d'accès au service et qu'on ne maîtrise pas le premier saut qui va être sans fil la plupart du temps aujourd'hui, parce que les usages sont comme ça, et qu'on ne maîtrise pas le qui va payer et distribuer la valeur derrière, on maîtrise rien. Aujourd'hui, les guichets d'accès au numérique, malheureusement, ils ne sont pas beaucoup en Europe, et donc si on ne sait pas présenter la valeur de l'architecture, de l'infrastructure as a service, et pour moi c'est plus important dans le cloud à la limite que la virtualisation, c'est le mode de consommation. Les gens ne veulent plus acheter des systèmes propriétaires qui vont durer un temps et coûter très cher et pour les renouveler, ils veulent acheter du service, des choses qui soient dynamiques et payer pour ce qu'ils consomment. Et ça c'est vrai, généralement pour les citoyens du mass market, comme pour les verticaux et les entreprises. Et ce changement-là, s'il n'est pas adopté par les opérateurs historiques des telcos qu'on connaît bien, il y a un risque fort qu'il soit effectivement disrupté par d'autres. Voilà, merci. Je pense que Anne-Sophie va présenter après, lors de la deuxième question, une présentation plus complète sur les données. Donc on va passer directement la parole à Laurent, qui, comme Terrasse, à la fois comprend la technique, comprend l'économie et tout ce qui est la régulation. Non, merci d'avoir pris le risque de solliciter un économiste dans le cadre de ce numéro. Je suis un peu écrasé par les connaissances techniques là, qui sont apportées. Mon propos va être beaucoup plus général. Donc, au départ, c'est la question des infrastructures. Les infrastructures, ce sont les telcos qui les ont principalement développées. Alors, j'ai mis quelques chiffres parce que vous m'aviez demandé dans le cadre de ce numéro. En France, de 2010 à 2023, donc 13 ans, le chiffre total des opérateurs de télécommunications a baissé de 11%. C'est pas très dynamique, il faut savoir ça. C'est pas trop dynamique. Alors, évidemment, pourquoi? Bien parce que, en contrepartie, si je reprends des chiffres, cette fois-ci au niveau mondial, eh bien, la GSMA a publié une grosse étude où ils essaient de faire un peu l'état des lieux de l'ensemble. Et ce qu'on appelle la fourniture des accès Internet, en fait les infrastructures, représente 15% du chiffre d'affaires mondial. En revanche, les fournisseurs de contenu et d'applications représentent plus de 60%. Les fournisseurs des terminaux représentent 15% et ceux du logiciel pur 12%. Voilà. Sachant que ceux qui fournissent des contenus et des applications sont aussi souvent dans les terminaux, il ne faut pas l'oublier. Etc. Donc ça, c'était la première chose. Il faut avoir que la part des opérateurs d'infrastructure en 10 ans, au niveau mondial, a été divisée pratiquement par 3. À partir de là, ça se retrouve dans les flux Internet des opérateurs telco, puisque l'ARCEP mesure tout ça, et on voit que sur nos 4 principaux fournisseurs d'accès Internet, nos 4 grands opérateurs nationaux, les flux entrants sur ces réseaux sont 10 fois plus importants que les flux sortants. Donc ça montre que ça se passe ailleurs. Alors, pour revenir, le ailleurs, c'est bien évidemment les GAFAM, non, les opérateurs de contenu. Donc j'ai fait une comparaison des 5 GAFAM, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Meta. On peut dire GAFAM parce que les noms ont changé.
et des 8 plus grandes telcos mondiales. Alors, on est toujours sur nos opérateurs à nous, mais les 8 plus grandes telcos mondiales, ce sont AT&T, Verizon, Comcast, Charter Communication, Deutsche Telekom, Telefonica, Vodafone et Orange. Alors, si on les compare, le chiffre d'affaires des 8 premiers opérateurs mondiaux, c'est 79 milliards. Le chiffre d'affaires des GAFAM, c'est 293 milliards. Donc, voilà la différence. Quand on regarde la dette nette des opérateurs, en moyenne, elle est 95 milliards. Pour les GAFAM, c'est 42 milliards. Mais quand on regarde l'EBITDA, il est 4 fois plus important chez les GAFAM, qu'ils sont beaucoup plus rentables que chez les telcos. Mais néanmoins, comme il y a un petit chiffre d'affaires, l'EBITDA sur CA des telcos est comparable à celui des GAFAM. C'est les volumes qui sont différents. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des telcos, puisque c'est nos infrastructures qui nous intéressaient, il y a souvent en Europe de dire on a trop de telcos. Bien. Alors, Vodafone a 300 millions de clients, AT&T en a 150 millions. 2 fois moins. Alors, cela étant l'ARPU, donc le revenu par utilisateur moyen chez Vodafone est de 10 €, chez AT&T de 62 €. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que AT&T est resté sur un marché avec des consommateurs à PIB élevé, que la concurrence n'est peut-être pas si importante que ça au niveau entre les opérateurs, puisque quand on regarde les prix aux États-Unis, ils sont bien plus élevés que ceux que l'on a en moyenne en Europe. 2 minutes. Alors, pour continuer rapidement sur ces comparaisons, 1 minute 2 minutes. 2 minutes. Oh, ben, je vais aller assez vite maintenant. Donc, le chiffre d'affaires, ce qui est intéressant, c'est de comparer les dettes ensuite. La dette de Verizon est de 172 milliards. Celle d'Orange de 27 milliards seulement. Celle d'AT&T, 152 milliards. Et les ratios dette-chiffre d'affaires de ces opérateurs est environ de 120 à 130%, alors qu'en Europe, on est plutôt à 60-70%, ce qui montre qu'ils investissent dans leur infrastructure. Ils investissent. Et ils peuvent investir avec des ratios dette-chiffre d'affaires très élevés, tout simplement parce qu'ils ont un bénéfice sur chiffre d'affaires, tout à l'heure j'ai parlé en moyenne, qui est plus élevé. Il y a un ratio d'EBITDA chiffre d'affaires qui est beaucoup plus élevé que celui des opérateurs européens strictement. Ce qui est intéressant, Deutsche Telekom, puisque ça avait été évoqué, il est américain en fait dans sa structure, puisque Deutsche Telekom fait 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une dette de 150 milliards. Pourquoi? Parce que Deutsche Telekom s'est diversifié, non pas en Inde comme Vodafone, mais aux États-Unis. Et donc, il est plutôt dans la dynamique américaine, et c'est effectivement une telco européenne qui a plutôt la structure de fonctionnement de Pour finir, pour ouvrir le débat, ce que l'on voit, c'est que les GAFA descendent dans le métier des telcos. Et les telcos ont toujours essayé de remonter vers le métier des GAFA, et ça a toujours été un échec. Si on prend notre Orange national, il a essayé de faire de l'Amazon avec à la page, il a essayé de faire du Google avec voilà, il a essayé de faire du Maps avec Mappy, et toujours un échec. Et donc, il n'y a pas qu'Orange, hein, les autres aussi se sont trompés. On peut prendre British Telecom avec Vis-à-vis, etc. Toujours un échec, et ça sera intéressant de comprendre pourquoi. Je pense que Laurent pourra y revenir là, quand on va parler de l'Europe, de la situation de l'Europe. Si vous voulez, AT&T a fait des grosses erreurs. Ils ont racheté Time Warner pour remonter dans les contenus. Ils ont racheté American Online pour faire. Et tout a été un gros échec. Ok, donc on n'a pas l'apanage de l'échec. Donc, on va ensuite aborder une deuxième phase dans tout ça. Donc, après cette période des années 2000 où les services numériques se sont développés, les plateformes, on a vu petit à petit monter la problématique des données.
Et donc, on propose que Anne-Sophie Taillonnet, qui non seulement est la directrice à la création de TerraLab, à la boîte de recherche IA DataIA, mais aussi très impliquée dans la création de Gaia X, nous donne, donc tu as un peu de temps, tu as 6-7 minutes. Oui, on peut pas parler de ça. Merci. Oui, effectivement, la donnée, on en parle depuis très longtemps, hein, la donnée a perturbé l'organisation de l'entreprise elle-même, et la donnée perturbe le fonctionnement des entreprises entre elles, en fait, je dirais, si je caricature. C'était intéressant, effectivement, les systèmes d'infrastructure numérique se sont centralisés à un moment, et finalement, les entreprises se sont rendues compte à un moment qu'elles devenaient dépendantes de solutions numériques non européennes par ailleurs, hein, mais finalement elles avaient un monobloc avec un certain type d'usage qui va très loin dans la qualité de service, hein, qui va très loin dans les services apportés, et qui finalement leur enlève de leur autonomie au fur et à mesure aussi, c'est-à-dire elle leur enlève de la connaissance, et elle leur enlève la possibilité même parfois de changer de service numérique, et là on commence à parler d'interopérabilité entre les services numériques, parce que évidemment la donnée, donc dans Gaia X, effectivement qui a été créée, qui est une association qui a été créée il y a 4 ans, en fait on dit la donnée ne vole pas sur les arcs-en-ciel, la donnée c'est pas quelque chose, on parle toujours de virtualisation, mais c'est pas virtuel, en fait c'est très concret, c'est sur des infrastructures numériques, et finalement les entreprises ont besoin de voir apparaître le multi-cloud, c'est-à-dire de ne pas être dépendantes de solutions numériques uniques, mais de pouvoir avoir une diversité de solutions qui fonctionnent entre elles. Donc, ce qui revenait aussi tout à l'heure au marché, à l'accès à la composition de services, à pouvoir comparer les offres, à pouvoir choisir une offre qui corresponde à son besoin par rapport à sa donnée, c'est-à-dire qu'une même entreprise a une variété de données, certaines données qui sont quasiment ouvertes et d'autres données qui sont le cœur du réacteur de l'entreprise et donc pas du tout ouvertes. Ces données-là, jusque-là, ont plutôt tendance à rester en interne dans des serveurs dans les entreprises, et donc ils peuvent les exploiter peut-être en interne dans l'entreprise, mais en tout cas, ils ne peuvent pas les exploiter en les échangeant avec les autres. On parle d'entreprise étendue, en fait, hein, on parle d'écosystème d'entreprise, on parle de nouveaux cas d'usage, et on voit tout à l'heure, Daniel, tu parlais de la mobilité, bon, mobilité multimodale, on a de la donnée qui est dans différentes entreprises ou services publics, et là on voit comment on fait pour travailler ensemble, pour arriver à échanger cette donnée, mais en contrôlant l'usage qui est fait de la donnée, c'est-à-dire moi en tant qu'entreprise, je veux bien faire en sorte que cette donnée puisse être utilisée à autre chose, parce que je vois bien dans cet écosystème que je pourrais en tirer moi-même de la valeur, mais par ailleurs, ces autres entreprises qui pourraient l'utiliser sont mes concurrents sur d'autres, et donc je veux pouvoir la mettre à disposition, mais contrôler l'usage qui va être fait, savoir dans quelles conditions elles vont être utilisées. Donc on voit que la donnée et les cas d'usage et l'IA en fait, qui va être derrière sont quand même intimement liés aux services numériques, parce que de tout ça, en fait, si on commence à avoir un acteur majeur du marché qui dit vous avez une donnée de santé, vous l'écrivez de telle façon, vous avez une donnée industrielle et vous l'écrivez de telle façon, qui commence même à choisir le type d'ontologie qui doit être utilisée pour décrire sa donnée, ça arrive, on voit comment les entreprises vont se retrouver complètement coincées, et finalement, ces grands GAFAM ou autres, en tout cas ces grands acteurs du numérique qui ont 80% du marché, seront les seuls, eux, à avoir la possibilité de partager cette donnée pour ces nouveaux cas d'usage en santé, mobilité multimodale. Je pense que après Sébastien, tu pourras parler aussi en agriculture. On le voit dans tous les secteurs, et on voit bien aussi qu'il y a un besoin public-privé. Là, moi je vois beaucoup de cas d'usage, notamment sur les impacts climatiques, et on voit bien qu'il y a des données qui sont dans les services publics, d'autres données qui sont dans les entreprises privées. Donc dans Gaia X, en fait, cette association, qui est une association industrielle, hein, qui a été créée par les Français et les Allemands, et qui maintenant est devenue, je dirais, internationale, puisqu'il y a 21 hubs. Les hubs sont les organisations régionales, enfin nationales, qui sont là pour animer et faire venir aussi des cas d'usage. Donc nous, l'Institut Mines-Télécom, on est hub français de Gaia X, mais là, il y a des hubs au Japon, en Corée, se sont ouverts la Norvège, la Suisse, le Danemark, voilà, il y en a aussi 3 aux États-Unis qui sont intéressés. Je pense que le Canada a l'air d'être aussi très intéressé. Et ce que fait Gaia X, en fait, c'est de définir des architectures techniques et des spécifications qui au moins permettent un minimum d'interopérabilité entre les différents services. Donc ça, c'est déjà à la base, savoir se reconnaître, savoir ce que c'est qu'un service numérique, et là on commence à avoir des marketplaces. En fait, hein, on a fait des prototypes avec l'IMT qui sont maintenant des catalogues où on peut pouvoir comparer les offres en tout cas.
Et puis après, il y a la notion de confiance. C'est-à-dire que quand je commence à vouloir faire cet écosystème de données, échanger la donnée, quand je veux pouvoir utiliser un service numérique, j'ai besoin d'avoir confiance dans ce service numérique. Et ma confiance, déjà, il faut la définir. Donc on a mis en place des labels et de la compliance, de la conformité, où on a défini sur les services de cloud 63 critères qui vont aller toucher différents aspects, la protection de la donnée, la portabilité, la partie contractuelle, à aussi avoir, par exemple, savoir dans quelle juridiction je me trouve. Mais il y a aussi la partie cybersécurité, je crois que je l'avais dit, European Control, et puis la sustainability, puisque dans la confiance, il y a aussi l'impact écologique de ce service numérique. Et donc ça, on l'a décrit d'une certaine façon, on a des façons de le vérifier, il y a différents niveaux de confiance, parce qu'il y a une confiance assez ouverte et une confiance beaucoup plus fermée, qui permet d'avoir des services numériques qui sont immunes aux lois extraterritoriales non européennes, ce qui correspond, pour ceux qui connaissent les schémas de cybersécurité EUCS, qui sont sans cesse en négociation en ce moment au niveau européen, à ce que dans EUCS, il y avait un niveau I+, qui pour l'instant a du mal à passer. Mais ça, on l'a fait dans le niveau 3, dans Gaia, ils ont le niveau 3 de label. Et ça permet après d'avoir une marketplace, où finalement on va avoir une liste de services, on a confiance dans l'identité de celui qui fournit le service, et on a des critères qu'on peut venir vérifier, et qui permettent d'avoir différents niveaux de confiance dans ces différents services, on peut les comparer. Voilà. Parce que pour l'instant, comparer des services numériques, je pense que c'est aussi simple que de lire son contrat d'assurance. Donc pour l'instant, on a du mal à comparer deux offres, et on est beaucoup finalement dépendant de discours qui sont plus marketing que objectivés. Et donc ça, c'est dans l'objectif, ça c'est les couches basses, mais c'est vraiment dans l'objectif de créer ces espaces de données qui vont permettre à cette donnée de pouvoir circuler et d'être valorisée par des nouveaux produits et des nouveaux services. Se posent des tonnes de questions sur la gouvernance, le modèle économique, etc. Là, je parlais de couches plutôt techniques, mais il y a des tas d'ouvertures derrière sur tous les autres sujets sur la gouvernance et le modèle économique. Alors, on va faire un enchaînement avec Sébastien Picarda, qui est à l'intérieur de Ratefort. Une fois qu'on nous parlait des data space, son expérience des data space, parce qu'au-dessus de la technique, il y a aussi, tu as commencé à amorcer avec la confiance, mais il y a aussi qu'est-ce que l'on va faire ensemble, sur quelles conditions, etc. Il va nous parler de tout ça. Il interviendra aussi à la fin pour une vision, disons, stratégique plus sectorielle du secteur agricole. Merci pour l'invitation. Et effectivement, dans la continuité des interventions plus techniques, je vais monter d'un cran la continuité d'Anne-Sophie sur qu'est-ce qu'un data space et quelle est la valeur qui peut être créée à deux niveaux. Il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on est dans la logique de couche. On a deux acteurs principaux dans les data space. D'une part, les orchestrateurs, des lieux neutres qui permettent de mettre en relation la deuxième catégorie d'acteurs, qui sont les détenteurs et utilisateurs de la donnée. L'objectif étant de pouvoir avoir un orchestrateur plutôt sectoriel, secteur agricole, secteur automobile, secteur aéronautique, secteur spatial, qui permet déjà de rassembler dans un lieu de confiance des acteurs et un écosystème structuré pour pouvoir échanger des données en toute sécurité d'un point de vue juridique, technique et commercial. Donc l'objectif de cette stratégie d'espace de données ou de data space au niveau européen, de manière sectorielle, est bien de créer d'abord cet acteur qui sont les intermédiaires de données, équivalent un peu d'un Euronext dans le monde financier, régulé par l'AMF. Donc aujourd'hui, les intermédiaires de données que nous sommes au niveau agricole ou bien dans d'autres secteurs économiques sont régulés par l'ARCEP, dans le cadre d'une délégation de services apportée par la loi SREN, publiée dernièrement. Et l'objectif étant de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des composantes techniques que vous avez décrites jusqu'à présent, l'identité numérique, la gestion du consentement aux données données personnelles ou autorisations, et conditions d'échange de données, le tout sur des infrastructures cloud qui permettent, soit de manière de vision centralisée ou décentralisée, de pouvoir sécuriser ces échanges de données. Le deuxième niveau, c'est la mise en relation entre détenteurs et utilisateurs pour pouvoir créer de la valeur autour de l'usage de la donnée. Pourquoi est-ce que les agriculteurs sont particulièrement intéressés? On y reviendra un peu plus tard sur ces volets-là. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que la question des espaces de données est de rôle central dans la stratégie data de l'Union européenne et se heurte, pour l'avoir vécu encore dernièrement, à deux éléments clés. D'une part, une certaine vision
de régulation de l'espace européen pour créer cet espace européen de données dont je pense qu'on va parler juste après, et également la question du modèle économique de cette couche d'infrastructures d'intermédiation de données qui, d'un point de vue de la régulation, ne peut ni stocker ni traiter la donnée, qui sont quand même les deux mamelles ou vaches à lait des GAFAM. Et aujourd'hui, l'objectif de la Commission européenne est bien de pouvoir créer de manière sectorielle ces intermédiaires de données. Et pour conclure mon intervention à ce stade, on se rend compte qu'aujourd'hui, deux modèles économiques sont en train d'apparaître. Un modèle économique avec des acteurs industriels majeurs, comme dans l'aéronautique, comme Airbus, ou dans le monde du nucléaire, comme EDF, ou dans le monde automobile allemand, eh bien, des intermédiaires de données portés par des acteurs industriels qui ont un intérêt à cofinancer la mise en place de cet espace de données pour gérer leur supply chain et optimiser et avoir des gains économiques ou concurrentiels, et d'autre part, donc financé dans un secteur concurrentiel, et d'autre part, qui concerne notamment l'agriculture, mais aussi le bâtiment ou la logistique, des acteurs très décentralisés, de TPE, PME, où il n'y a pas d'acteurs clés sur ces volets-là. On observe une carence de marché, et à ce titre-là, nous pensons que l'État a un rôle clé pour justement assurer notamment la gestion de ces marchés asymétriques entre 10 millions d'exploitations agricoles et des oligopoles en face de l'agrochimie ou du machinisme. Voilà, mais on pourra le développer un peu plus tard. Merci Sébastien. Je pense que j'ajouterai quelques éléments à l'Institut Métélecom. Il y a une chaire qui s'appelle l'économie des commandes données, qui grosso modo se donne pour objectif d'attaquer tous les verrous autour de la collaboration autour de données. Puisque ça va être, la coopération autour de données va être un enclencheur de beaucoup de développement et de création de valeur. C'est pas simple, parce que coopérer en soi n'est pas simple. Comment créer des communautés d'intérêt? Il y a effectivement tout l'espace de régulation des données qui se développe à un niveau européen ou international, qui est en pleine évolution, y compris avec les AI notamment. Et il y a aussi le mot de l'économie de la contribution, c'est-à-dire on crée de la valeur. Que faut-il investir pour créer de la valeur? Comment peser les apports des différentes... Alors ça peut être des apports de données, ça peut être des apports d'outils, de méthodes, ça peut être des apports très variés. Et in fine, comment la valeur est utilisée par les partenaires. Alors, soit des cas, entre guillemets, les plus simples, on prend des données, on crée des données avec, disons, la création de connaissances, ou alors on coopère autour de données pour opérer la création de services ou de produits. Donc c'est quelque chose d'une dimension très large, et va se poser effectivement, on aura peut-être l'occasion de l'aborder dans les deux points suivants, le problème de comment on organise cela. La régulation, c'est une chose, mais l'organisation. Est-ce que c'est effectivement, chose que l'on pousse aujourd'hui, un commun de données entre des partenaires qui décident de travailler ensemble, et qui maîtrisent l'ensemble? Ont-ils besoin d'avoir recours à un tierce personne orchestrateur ou pas? Et effectivement ensuite, et c'est un point qui aujourd'hui théoriquement n'est pas résolu, comment la valeur va s'organiser, les flux de valeur vont s'organiser. Donc c'est vraiment un sujet qui est important, et on voit bien comment à tous les étages ça va s'organiser. Personnellement, je ne suis pas persuadé, mais on en parlera, et je laisserai la parole au niveau européen, les questions suivantes, que ce soit forcément des organisations européennes qui... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a voulu faire ça, on s'est toujours un peu planté. Voilà. Donc la question, ça fait... Oui, avant que tu passes à la question suivante, tu veux une minute? Bien sûr. Oui, on parle beaucoup de secteurs, donc l'agriculture, l'énergie, les transports. Ce qu'on voit émerger, c'est des services dits multisectoriels. Et là, on rajoute une couche à la complexité de laquelle on est en train de parler. Et donc, qu'est-ce qu'un service multisectoriel? Je reprends l'exemple que donnait Emmanuel, du fait que le réseau va converger avec le sensing. Le sensing, c'est quoi? C'est que la même antenne qui permet de communiquer va permettre de regarder l'environnement, va faire du radar et va permettre de voir ce qui se passe autour. Donc là, on a des données captées qui sont d'utilité pour un certain nombre de secteurs d'activité. Et donc, on voit déjà deux secteurs qui doivent partager des données. Mais si je vais beaucoup plus loin, et je fais une caricature, le service que j'invente là, il est banal, mais c'est pour illustrer mon propos. Imaginons demain, la voiture intelligente lit notre agenda,
Elle va optimiser le trajet parce qu'elle va connaître le trafic. Donc là, elle va interagir notamment peut-être avec la ville intelligente pour les panneaux de signalisation, pour l'optimisation des signalisations de trafic. Mais il va également échanger avec les parkings pour savoir où est-ce qu'il y a de l'énergie, batterie, pour charger la batterie. Batterie qui, le soir, va venir alimenter la maison à l'heure de pointe. Et donc là, j'ai déjà mis en place 3 ou 4 secteurs d'activité qui vont devoir partager des données. Tu peux même rajouter l'énergie avec, je voudrais que charger mon véhicule avec de l'énergie non carbonée. Tout à fait, tout à fait. Tu peux aller Exact, loin dans tu peux aller très loin dans la spécification de tes besoins. Et Oui, termine ton intervention. Emmanuel voudrait réagir actuellement, eux aussi, et c'est pas grave parce que c'est des sujets qu'on allait aborder de toute façon. voilà. Et donc, voilà, c'est pour dire qu'on a commencé la numérisation en silo, et c'est normal, historiquement, on comprend pourquoi, mais que là, on va passer à l'étape suivante, où on passe à une numérisation multisectorielle. Et là, il y a des tas de problèmes différents, de bout en bout, de sécurité, de cybersécurité, de sûreté, de fonctionnement, et bien évidemment, de comment on va donner l'accès aux données, comment on va faire la traçabilité de l'usage des données. Bref, tout cela, ce sont des problèmes extrêmement ouverts aujourd'hui. Oui, j'ai un peu combattu mon naturel tout à l'heure et je n'ai pas parlé beaucoup de cybersécurité. Donc là, je profite sur les données pour rebondir sur deux choses. Un, les systèmes qu'on a aujourd'hui, ils vont être dynamiques, virtualisés, softwarisés. Donc les stratégies historiques de la cybersécurité qui étaient sur des modèles château fort, même avec de défense en profondeur, ça ne marche plus. Si on veut faire le maintien en conditions de sécurité, il faut aller orchestrer les fonctions de sécurité comme on a dit tout à l'heure, mais ça veut dire aussi qu'il y a des périmètres d'autorité et de responsabilité qui sont très mal définis encore aujourd'hui, avec du multicloud sur multicloud, avec une multitude d'acteurs. La deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que ce que j'entends sur les données, c'est un peu les données façon, excusez-moi, mais de la décennie précédente. Aujourd'hui, d'autres régions du monde, les Américains, poussent des architectures qu'on appelle Zero Trust ou Data-Centric Security, donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ontologie. Par contre, il y a des standards déjà à l'OTAN pour définir des métadatas qui vont être posés sur les données et pour que ça interopère avec d'autres. Donc il y a déjà une longueur d'avance de notre côté et des entreprises américaines qui capitalisent naturellement sur ces choses-là. Il se trouve que le concept de Zero Trust porte très très mal son nom parce qu'en fait, si vous êtes dans un data center qui ne vous appartient pas et sur lequel vous n'avez pas le contrôle, la donnée stockée à reste, elle peut être chiffrée, donc là il n'y a pas de problème si elle est bien chiffrée, en PQC, etc., enfin en algorithme post-quantique. Par contre, quand ça passe dans la CPU, c'est en clair. Donc si vous êtes l'opérateur du data center, si vous voulez regarder, vous pouvez. Et donc, quand vous êtes américain et que vous avez l'infrastructure de compute, c'est pas un problème. Et donc le fédéral américain pousse, même rend obligatoire ça pour les administrations américaines. Si vous êtes européen ou ailleurs, la question est quand même un peu différente. Donc on va y arriver petit à petit. 10 secondes. 10 secondes, top chrono. On parle beaucoup de données et parfois on a tendance à croire que la donnée c'est des chiffres. C'est des variables avec un chiffre associé. Quand on parle de données, bien évidemment, on est en train de parler d'images, on est en train de parler de bouts de logiciels. Donc la certification dont tu parlais et qui est extrêmement importante, ça traite également de la certification de bouts de logiciels qui seront échangés sur ces plateformes-là pour construire les services de demain. Donc c'est un sujet auquel on a beaucoup échangé avec Emmanuel. D'ailleurs, ça me rappelle que la troisième façon de router, d'acheminer, d'assurer les échanges, c'est aussi d'avoir des données et à partir de ces données, métadonnées, informations, d'arriver effectivement à structurer des échanges différemment. Et ça, ça va être un point important peut-être pour le futur. Alors, je voudrais en revenir à l'Europe. Parce que l'Europe, donc Laurent nous a dit qu'il y avait des opérateurs, il y avait presque que des opérateurs. Les plateformes, il y en a, mais elles sont plutôt en dehors. Il y a eu un livre blanc qui a été récemment rédigé sur les retards européens. Et donc, je vais demander à Laurent de nous donner, après, il nous a donné des chiffres, c'est la base du raisonnement. Ensuite, comment est-ce qu'il voit, par exemple, cette notion de marché unique, hein, qui est une chose dont on parle beaucoup, et je pense que tu peux nous dire des choses intéressantes sur le sujet. Comment tu vois ce faux marché unique? J'en sais rien, mais le marché unique européen, il a été construit sur la base des travaux d'économistes dans les années 80 en disant on va calculer les coûts de la non-Europe. Et donc on a chiffré à des milliards et des milliards
à l'époque de monnaie nationale, le fait qu'on n'ait pas un marché unique. Et donc, on est passé à partir des années 80 dans cette logique, il nous faut un marché unique. Et donc, faire en sorte qu'on ait un grand espace. Une des erreurs qui a été commise, c'est que pour abattre les barrières intérieures, on a aussi abattu les barrières extérieures. Et pratiquement 50 ans plus tard, on se dit, ah, et tout à coup l'Europe découvre qu'il faut mettre des barrières extérieures. On en entend parler à propos des taxes douanières sur les voitures électriques, mais de façon moins... On en entend moins parler sur le fait qu'un opérateur historique bulgare qui fait un appel d'offres sur le transport ferroviaire et pour s'équiper en locomotive, eh bien, sélectionne un Chinois. On a interdit la fusion Alstom Siemens au nom de la concurrence sur le marché intérieur. Et les Chinois arrivent sur le marché. Et là, la Commission européenne lance une enquête, c'est pour dire, mais est-ce que cet opérateur, ce constructeur chinois, n'a-t-il pas bénéficié d'aide d'État? Ce qui va me permettre de rebondir sur quelque chose qui a été extrêmement important pour le développement de ce marché unique et qui a gêné, qui a conduit à percuter les politiques industrielles, en particulier quand elles étaient nationales, avec le grand dessin de ce marché unique. Pourquoi? Parce que la notion d'aide d'État est venue s'implémenter progressivement dans le paysage, mise en œuvre et contrôlée par la direction de la concurrence, pas par la direction de l'industrie ou du marché intérieur, par la direction de la concurrence. Et toute intervention de l'État sur des entreprises au niveau d'un pays est soumise au contrôle européen et l'État doit être, c'est le critère, doit agir comme un investisseur avisé, c'est-à-dire comme un investisseur privé. Et à ce moment-là, vous faites sombrer la politique industrielle, puisque la politique industrielle, c'est de dire s'il y a de l'argent public qui tombe, ce n'est pas nécessairement pour avoir des objectifs de rentabilité immédiate, à court terme, d'un investisseur avisé qui ne prendrait pas plus de risques qu'un opérateur privé. Et ça, on le supporte encore. Et par exemple, quelque chose on va sortir un peu encore du domaine, on l'a supporté dans les restructurations. Quand Bull fait faillite, il faut mettre de l'argent, mais à ce moment-là, il faut déstructurer, il faut sortir parce qu'il faut être un investisseur avisé. Nous, là, on est dans le transport ferroviaire avec SNCF Fret. Donc SNCF Fret a été condamné pour aide d'État. Et c'est pour ça qu'on est en train de démanteler pour trouver une solution pour dire, bon, effectivement, on a fait une aide d'État, on doit restituer l'argent, donc on démantèle. Et on produit une entreprise qui sera peut-être moins performante au moment où le transport de marchandises par le ferroviaire est aussi poussé par la Commission européenne comme étant un objectif nécessaire pour la transition écologique. Et donc, ces éléments-là, donc la politique européenne, marque le grand marché intérieur, oui, il aurait fallu construire les barrières tout de suite. J'ai des tas d'autres exemples, mais effectivement, vous avez la directive 2014-25. Personne ne la connaît. Pourtant, elle est très structurante, puisqu'elle oblige tous les acteurs qui opéraient dans un secteur historiquement monopolisé à recourir au Code des marchés publics européens. Et donc, ça vous explique pourquoi tous les grands énergéticiens ont finalement acheté des éoliennes chinoises. Parce que dans le Code des marchés publics, eh bien, vous ne pouvez pas privilégier votre opérateur national, etc. Bon. Et vous l'aurez pour tous les achats de tous ces grands opérateurs qui étaient des grands acheteurs. Dernier point, peut-être? Oui. On n'a pas de défense européenne. Aux États-Unis, le budget de la défense, c'est 8 milliards. Le budget des Russes, c'est 106 milliards.
donc c'est 10% du budget américain pour le donner. Et le budget de la France, c'est 37%. Alors pourquoi je parle de la défense? Tout simplement parce que ce sont des gros pourvoyeurs de recherche dite libre. Je donne un objectif, faites comme vous voulez et essayez de me trouver une solution. Et à ce moment-là, on n'a pas de défense européenne. Évidemment, avoir une défense européenne, ça suppose avoir un chef des armées européen. Parce qu'on est prêt à donner à Mme von der Leyen la responsabilité de toutes les armées. Et là, on retombe sur souveraineté nationale. C'est difficile. On va conclure la question, le débat sur les problèmes de souveraineté. Je voudrais, au niveau européen, donc tu nous as dit ce qui marche et ne marche pas, surtout ce qui ne marche pas d'ailleurs. On parlait de défense, il y a une industrie de la défense en France. Pas que, bien sûr. Mais il y a aussi au niveau de l'Europe des grands programmes de financement, de coopération technologique. Et Emmanuel, tu es aussi au cœur de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que finalement cet ensemble européen apporte ou pas dans ces domaines de technologie des forces Oui, alors je vais commencer par le côté négatif, mais je ferai un petit bémol sur le... Je pense que c'est pas qu'on n'a pas assez d'Europe, en fait, et on n'a pas la bonne Europe. Sur un certain nombre de décisions, ça ne s'est pas forcément fait de façon homogène, parce que les intérêts réciproques de chacun des États membres ne sont pas égaux à la base. Quand on va avoir la certification sur le niveau cybersécurité et qu'il faudrait que n'importe quel laboratoire en Europe soit capable de l'évaluer pour du high grade, la réalité, c'est que les capacités techniques ne sont pas homogènes et que on sait faire en France, en Allemagne, on ne sait pas forcément faire dans d'autres pays qui sont plus jeunes, tout simplement, sur ces questions-là. Et donc, c'est pareil, quand certains ont des market shares US, on l'a dit tout à l'heure, les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Certains vont être en position un peu fragile parce qu'ils vont à la fois préserver leur market share en Chine et aux US, donc à un moment donné, vu la position des Américains, il va falloir faire avec. Sur la défense, c'est en train d'évoluer doucement. Il y a des choses qui se passent, notamment via l'OTAN, et qui essayent de se rapprocher. Il y a des budgets, donc des programmes d'innovation en Europe qui sont orientés des défenses, avec l'EDF, European Defense Fund, et il y a Horizon Europe, qui est plus gros. Si je fais la somme des deux, ça reste beaucoup plus petit que ce qu'il peut y avoir à DARPA ou à la NSF aux États-Unis. Donc je vais venir sur les investissements aujourd'hui sur les programmes 6G dans le monde. Vous seriez peut-être étonné, mais c'est plus que sur l'IA. Si je fais la somme, on est en plusieurs dizaines de milliards, évidemment en Chine, mais aussi en Inde, où il y a un plan national avec la photo on parle sur les documents, aux États-Unis bien sûr. Et alors pour revenir à l'Europe, nous on a un programme qui s'appelle Spark Networks and Services, qui est une JU, une entreprise commune, une forme de partenariat public-privé, nouvelle mouture, qui est dotée de 900 millions. On est à peu près à mi-chemin de ce programme-là qui va s'arrêter en 2027. Et on est face à un certain nombre de considérations. Et la nouveauté, c'est que par exemple, la Commission, moi aussi je vais sortir un article, veut appliquer l'article 22.5. Vous savez peut-être parce que c'est l'article 22.5. C'est celui qui permet de réserver ses financements pour la recherche et l'innovation des entreprises dont l'organe de décision est en Europe. Le headquarter, je ne sais plus en français. Et donc, en gros, ça va goûter en dehors de ces programmes-là, certains acteurs venus d'Asie, voire des États-Unis. Alors, ils ont fait un truc compliqué parce que c'est l'Europe. Avec sur le niveau TRL, on a droit quand même au Mercosur, aux Américains, puis après on n'a plus droit. Enfin, mais, et vous seriez peut-être surpris de la réaction de certains des industriels européens, notamment nos deux vendeurs, qui pour certains ne veulent pas forcément froisser personne et donc pas forcément avoir les barrières autour de... alors, Thales, c'est pas une entreprise française, c'est une entreprise globale. On est partout, dans plus de 100 pays, donc, et on a tous des intérêts plus ou moins et des besoins d'avoir des choses interopérables et globales. On ne va pas faire un standard 6G pour l'Europe, un pour les États-Unis, un pour l'Inde, un pour la Chine. Parce qu'en termes d'investissement, d'ailleurs, c'est déjà colossal. Donc, voilà. Donc, on a des choses qui se font. On n'a pas forcément le bon gradient. Et surtout, si je fais l'addition de l'argent qui est mis en France, en Allemagne, un certain nombre de pays européens et en Europe, c'est pas ridicule, sauf que c'est désordonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. La grosse force des Chinois, et dans une moindre mesure des Américains, c'est que c'est aligné, il y a un seul objectif, une stratégie, c'est clair. Ou même, je peux prendre un exemple plus petit avec la Corée.
la Corée, ils se sont dit on veut être numéro 3 dans l'automobile ou numéro 3. Et ils y sont. Il y a un militantisme, il y a un patriotisme économique, une notion qui est à peu près absente autour de nous, et qui fait qu'in fine, effectivement, les gens font n'importe quoi ou achètent, enfin je veux dire, cèdent à la facilité. C'est beaucoup plus facile pour un acheteur ou pour un décideur d'aller prendre une solution sur l'étagère d'un géant américain parce que si jamais ça plante, c'est pas de sa faute. S'il prend le risque de prendre une solution à côté de chez lui, peut-être meilleure, européenne, s'il y a un problème, ça sera lui le responsable. Et on a vraiment un problème de manier. On parlait d'échecs tout à l'heure. Il y a eu beaucoup plus d'échecs aux États-Unis qu'en Europe. Bien sûr, mais ils ont les Sauf moyens. que c'est pas la même façon d'aborder les choses. Ils ont les moyens de faire des chèques. C'est notre opinion. Si on fait un résumé, tu dis qu'il y a un manque de pilotage collectif, de Oui. coopération qui existe. Il y a un acteur dont on parle peu, qui sont les grandes entreprises. Les grandes entreprises, je ne vais pas celles du numérique, on en a peu de très grandes, mais on en a pas quelques-unes, mais les grandes entreprises de tous les secteurs, par rapport au numérique, c'est ce que tu avais commencé, Daniel, à proposer. Quel serait le schéma pour elles d'une contribution au niveau européen? Parce que l'Europe est quand même assez descendante. La Commission, on fait des programmes, on s'entend, il y a un tas de gens, etc. Mais sur des vraies initiatives de rupture comme cela, comment les entreprises qui ne sont pas d'un secteur, parce que souvent, c'est effectivement les entreprises d'un secteur, elles arrivent à s'entendre, comment est-ce qu'elles peuvent agir et peser aussi sur l'orientation, parce que les budgets sont énormes. Et on a l'impression qu'ils ne arment pas technologiquement forcément autant qu'on le voudrait ou autant d'argent qu'on lui met. Je vais faire de remarques par rapport à ça, parce que tout à l'heure on a cité les telcos européens. Si on essaie de faire du neuf avec que du vieux, je pense, enfin mon pronostic c'est que ça ne marchera pas. Parce que c'est plus les mêmes structures économiques, c'est pas les mêmes mining, c'est pas les mêmes approches. Et aujourd'hui, ceux qui ont la taille pour tout mettre ensemble dans une boîte noire, c'est pas les acteurs européens. Maintenant, sur la partie des verticaux, on a des industriels forts en Europe qui pourraient s'entendre et contribuer potentiellement. Je rappelle quand même que si on prend les 30 dernières années dans le numérique, aucun des grands succès qui ont changé notre quotidien n'a été décrété par quelqu'un par rapport à une demande. Ça ne s'est pas fait comme ça n'a jamais marché comme ça. Donc il faut faire attention quand même il faut que les verticaux donnent leurs besoins et puis on va faire. Ça, honnêtement, ça va marcher comme ça. Par contre, en termes d'investissement, la 5G privée, elle n'a pas encore atteint son régime de croisière parce que les rythmes des verticaux ne sont pas ceux du mass market, mais ça doit représenter en valeur quelque chose qui va s'approcher du mass market et du public, et donc les chiffres vont radicalement, potentiellement changer s'ils sont captés par les bons. Donc la question c'est, est-ce qu'on est capable de faire des modèles d'alliance au niveau européen, et notamment il y a un certain nombre d'associations européennes par secteur, l'aéronautique, l'automobile, la santé, etc., ou la 5G, où les industriels dominants ne sont pas forcément les Français. Ce n'est pas uniquement d'alliance, c'est une question aussi d'investissement. Daniel, tu peux enchaîner? Oui, je veux bien, merci. Alors, je vais commencer en revenant parce que tu citais en tout début de ta première intervention, à savoir les raisons terrestres. Et j'ai récupéré une phrase d'un média, ça date de février, guerre en Ukraine, 2 points. Kiev accuse SpaceX de laisser les forces russes utiliser le réseau satellite Starlink dans les territoires occupés. Et donc, on va voir de quoi on parle par rapport au positionnement des entreprises et où sommes-nous en Europe sur les entreprises qui traitent des réseaux non terrestres. Et on est très loin de ce qui peut faire aujourd'hui SpaceX. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une colonisation de l'espace qui est en train de se mettre en place, parce qu'on est en train de parler de dizaines de milliers de satellites. Donc, ça va aller jusqu'à 100 000. C'est Starlink, c'est pas SpaceX. Et il faut séparer les lanceurs et les satellites. Oui, non, mais pourquoi j'ai fait cette erreur, et que tu as raison de souligner, c'est parce que à notre titre, c'est guerre nucléaire, coloniser Mars, au cas de guerre nucléaire, donc ça c'est l'objectif de la personne que tu citais tout à l'heure, et c'est la même poche si tu veux, donc en quelque sorte, il y a une masse monétaire qui s'applique aux deux, c'est ça que je voulais souligner. Et donc la première chose, c'est qu'il y a en France les compétences nécessaires pour faire des antennes, largement, en France et en Europe. Là, il y a, pardon ? On est même leader. On est même leader, exactement. Il y a des entreprises qui s'y mettent, mais on n'a pas les boosters nécessaires aujourd'hui, de mon point de vue.
Tu me corrigeras si je me trompe. Donc ça, c'est un premier point. Voilà. Voilà. Un deuxième Avec point. le débat, parce qu'il faut ensuite. Voilà. Un deuxième point, c'est que face aux GAFAM dont on a tous parlé, on peut dire on va essayer de récupérer ce retard, on va essayer de faire ces grands modèles de données qu'on connaît aujourd'hui avec ChatGPT et autres, et ça semble extrêmement difficile de tout point de vue. Et là où, comme tu le disais tout à l'heure, on a un différenciateur, c'est qu'on a des industriels de divers verticaux qui sont extrêmement puissants. Et donc, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre l'IA par exemple, mais non pas dans des modèles transversaux génériques, mais dans des modèles qui vont répondre à des besoins spécifiques, en suivant un modèle plus européen, dans les valeurs notamment. Et pourquoi c'est important? Parce que demain, les gamins, ils vont choisir la fac à laquelle ils vont aller en se basant sur de l'IA. Donc, il faut construire une IA avec les acteurs de l'enseignement, public et privé, avec les acteurs du numérique, qui répondent à ce besoin-là en Europe. Je parle de l'éducation, mais je peux parler de la santé, c'est exactement le même problème. Et donc, à la réponse à la question très difficile de comment les verticaux peuvent agir, je pense que la seule manière, c'est de comprendre comment conjointement ces verticaux peuvent créer une valeur additionnelle. Des services à forte valeur ajoutée qui répondent à des besoins de la société, qui trouvent donc leur marché, et pour lesquels les solutions multisectorielles dont on parlait tout à l'heure apporteraient un premier niveau de réponse. Alors, juste sur ce point-là, je note que la Maison-Blanche a sorti le 24 octobre une communication qui fait un appel à l'ensemble des verticaux pour construire, s'agissant d'intelligence artificielle, une position dominante d'une part, et d'autre part une capacité justement d'attirer les compétences de manière systématique. Ce qui est une machine de guerre extrêmement puissante. Alors, elle a été émise sous administration Biden, mais je doute qu'elle soit fortement remise en cause sous administration Trump. Alors, je vais faire un enchaînement sur on aborde la dernière question sur les problèmes de souveraineté. Dans le domaine du numérique, les GAFAM dont on parle, et en Chine il y a eu aussi les mêmes choses, c'est-à-dire des plateformes qui ont réussi à occuper des positions dominantes en offrant des solutions génériques et en petit à petit créant un ensemble de boîtes à outils, là encore génériques, et quelque part qui maillent. Et leur dernière approche, c'est de dire, dans le domaine des IA génératives, la solution, ce sont les très grandes, les giga, téra, intelligence générative, qui sont quelque part, même du point de vue scientifique, à mon avis, des énormités, qui effectivement sont du point de vue écologique de la consommation d'énergie des énormités, mais en même temps, elles créent une sorte de seuil à l'entrée. En plus, si elles les couplent à toutes leurs solutions de cloud, et si elles les couplent à toutes leurs solutions de suite applicative, on a là des barrières à l'entrée énormes. Et face à cela, qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'est là où je pense qu'on est imprégné de ces discours. Les IA génératives, c'est forcément des grandes IA génératives, sinon c'est pas de qualité. On sait que c'est pas vrai. Et on sait que notre solution, ça va être effectivement de créer des IA génératives spécialisées, qui seront beaucoup moins coûteuses, qui répondront beaucoup mieux aux questions que l'on va poser, et qui nous permettront d'avoir une maîtrise de nos données, parce que si on va faire de l'affinement, d'apprentissage d'eux, il faut quelque part donner que les entreprises donnent leurs données. Donc cette histoire de mise en commun, de le faire, on a un exemple célèbre des Big Pharma qui ont demandé, ça c'était à Google je crois, d'entraîner leur IA générative sur l'ensemble des données qu'ils possèdent sans que chacun voie les autres données. Et ça donne, je pense que ça doit nous donner des idées sur des IA qui pourraient être des IA de commun au sein d'une industrie, ceux qui veulent, pas forcément obliger tout le monde, parce que ça ne marche jamais, qui peuvent être des IA génératives autour de biens communs, des parties prenantes qui vont travailler. Donc, à côté, il faut qu'on travaille à démonter les raisonnements que nous donne très facilement. Par exemple, sur le cloud, c'est vrai que les boîtes à outils des trois leaders hyperscaler et hyperscaler, elles sont géniales, elles permettent de faire énormément de choses. Pour faire une IA générative, on n'a peut-être pas besoin d'avoir une boîte à outils aussi performante.
Il y a des entreprises de cloud françaises qui sont de qualité, qui sont capables de travailler en plus d'une autre façon avec les partenaires. Donc, quelque part, moi je pense qu'il faut démonter ces raisonnements-là. Il y a 20 ans, ils ont débarqué, c'était au Louvre, ils ont fait un show de tous les dirigeants des boîtes américaines d'ailleurs, en disant on est prêt à vous aider. Donc, je crois qu'il faut travailler là-dessus pour démonter. Mais il faut aussi percevoir la nature des dangers. Et donc, c'est une façon d'introduire. Je pense que Sébastien, et puis ensuite on fera une tournée générale, je veux dire, Sébastien, sur le domaine de l'agriculture, là particulièrement, comment tu vois ces aspects de souveraineté? Je pense que déjà la souveraineté et l'agriculture, c'est quand même l'un des fondamentaux clés, pyramide de Maslow, hein, pour quand même se nourrir, se soigner, se loger. Et si pour ouvrir mes propos, je vais prendre la question de l'IA générative, et pour illustrer l'importance d'avoir une vision sectorielle, si vous interrogez ChatGPT pour dire donne-moi la recette d'une omelette d'œuf de vache, il va être capable de pouvoir de donner la réponse. Mais en allant de manière un peu plus sérieuse, je vais vous donner 3 exemples concrets de l'importance de la souveraineté alimentaire et souveraineté numérique étant très, très liées. D'abord, la question de l'incompréhension parfois entre les Allemands et les Français, sur la définition de la souveraineté, là où les Allemands définissent la souveraineté comme une liberté qu'aurait un acteur à pouvoir choisir son cloud ou son organisation, versus une vision de la souveraineté française et de l'autonomie technologique. Donc ça, c'est un premier élément, et je vais prendre l'exemple de l'accès aux informations. Le robot de traite aujourd'hui sur un éleveur de Corrèze, vous avez deux grands acteurs industriels, un bleu et un rouge, pour ne pas donner de nom, et on a démontré, grâce à une démarche d'intelligence économique, que l'ensemble des données qui sont générées sur le volume, la qualité du lait par un robot de traite, eh bien, est transféré à un cloud AWS en Allemagne. L'ensemble des données sont ensuite transférées à une start-up israélienne d'IA, et les résultats sont transférés à un laboratoire vétérinaire pour pouvoir alimenter son rapport de ESG, de RSE, pour répondre à certaines obligations de marché. Et derrière, vendre des vaccins vétérinaires aux différents éleveurs, alors même que l'éleveur de Corrèze ne peut pas avoir accès à sa donnée pour des questions d'ontologie dont parlait Anne-Sophie, mais également d'accès technologique pour le transmettre à son conseiller de chambre d'agriculture du canton d'à côté. Donc déjà, premier élément, la question de la souveraineté qu'a un acteur, un agriculteur, de pouvoir accéder à sa donnée. Et dans ce contexte-là, on a symétrie de marché, même si la vision de marché est indispensable, mais la question de la régulation est importante, donc l'accès du Data Act au niveau européen est un point important pour les objets connectés. Deuxième élément, on va prendre l'exemple d'un grand machiniste avec des tracteurs verts, John Deere, sur la question de la captation de la valeur. Aujourd'hui, un éleveur, un céréalier qui va sortir son tracteur et être suivi en GPS et faire son semis, on a un semis au mois d'octobre et on sait qu'on va semer du blé. Et donc, John Deere, qui capte la donnée de GPS du tracteur, va savoir, en consolidant l'ensemble de ces données des 4 coins du monde, notamment en France, l'un des premiers producteurs exportateurs de blé au niveau mondial, notamment pour le Maghreb, eh bien, va connaître la probabilité de production du blé, modulo les aléas climatiques qui vont derrière, et donc revend ces données à des négociants internationaux, encore américains ou basés en Suisse, autour du lac Léman, et derrière, pouvoir le vendre et faire des préconisations sur le Chicago Board of Trade, sur les prévisions de vente de blé, de prix de blé, alors même que le premier intéressé qui est l'agriculteur n'a même pas la visibilité du prix auquel il va vendre son blé, alors que d'autres ont la capacité, grâce à des modèles mathématiques puissants, de pouvoir le faire en temps réel. Et troisième élément, pour clôturer cette liste d'exemples, l'importance de l'autonomie alimentaire.
Quand Agdatub s'est lancé, nous avons eu une mission avec l'interprofession céréalière pour pouvoir optimiser les flux logistiques d'approvisionnement de blé de Champagne pour pouvoir les livrer à Rouen, qui est le premier exportateur de blé. Et l'objectif étant de diminuer les coûts d'approvisionnement logistique pour pouvoir avoir un meilleur prix de vente en Algérie, en Égypte, etc. Qui sont des gros acheteurs aussi de blé ukrainien, blé russe. Je vous donne en mille, une fois qu'on a lancé et annoncé publiquement cette mission, 3 mois plus tard, on a eu notre plus grande attaque, notre cyberattaque sur notre plateforme, et qui a été arrêtée pendant 8 heures, et c'était une attaque qui venait de la Russie, avant même que la guerre en Ukraine ait démarré. Donc l'importance de la souveraineté, capacité d'accéder à la donnée, capacité de répartir, la répartition de la valeur, et derrière, de pouvoir nourrir une population, notamment européenne et mondiale, est une illustration dans le secteur agricole, mais on peut en avoir beaucoup d'autres. Merci Sébastien, je pense que c'était intéressant de voir sur un secteur déterminé comme ça, comment les aspects de souveraineté imbibent quelque part le développement. Donc on va dépasser un petit peu le temps qui nous était imparti. Donc je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur les aspects, comment vous voyez ces aspects de souveraineté. Évidemment en étant concis, je suis en face de Manuel, c'est pour ça que je dis ça, en étant concis, mais effectivement en posant ce problème et puis on conclura l'ensemble. Donc la parole est à qui veut. Pardon. Oui, sur le sujet de la souveraineté. Hein, et souveraineté, autonomie stratégique. On parle de souveraineté nationale ou de souveraineté européenne? Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, les deux s'imbriquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souveraineté européenne s'il n'y a pas de souveraineté nationale, et il n'y a pas de souveraineté nationale s'il n'y a pas quelque part des formes de souveraineté européenne. Qu'en pensez-vous? Je crains qu'il y a un débat là-dessus encore. Il y a un petit débat quand même. Parce que quand on évoque la souveraineté en général, c'est pour pouvoir faire des choses au niveau d'un pays, et non pas au niveau de l'Europe. On le voit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, avec les problématiques que vous avez évoquées, hein, que les pays sont de l'agriculture Mercosur. Les Allemands, ils sont pour, parce qu'ils peuvent vendre leurs voitures en Amérique du Sud, parce que les marchés chinois se ferment. Même si les paysans allemands, sont contre, comme les paysans français, mais ils pèsent moins d'un point de vue politico-social que l'industrie automobile. Donc, le premier sujet, pour moi, je pense que ce n'est pas résolu, souveraineté nationale versus souveraineté européenne. Si on dit j'abandonne la souveraineté nationale à l'Europe, on va dire non. Et donc, quel est le périmètre? Quelle est la frontière? À partir de quand? Et ce sujet-là, à mon sens, il n'est pas résolu. Comme numérique, comme dans d'autres sujets. On enchaîne et on pourra. La défense, par exemple. Oui, c'est clair. Daniel? Oui, j'avais une liste importante sur la souveraineté, mais on n'a pas le temps, donc je vais un peu résumer, parce que comme Emmanuel, on aime parler. Et non, ce que je voulais dire, c'est que le problème qui a été mis sur la table du fait que les données partent ailleurs, mais non seulement elles partent ailleurs, mais en plus on n'arrive pas à les utiliser sur place, est un problème qui se pose sur l'ensemble des acteurs. Tu parlais de l'énergie tout à l'heure, on va acheter des éoliennes à l'étranger, c'est exactement la même chose. Mais ça va plus loin parce que c'est également dans le résidentiel. Tous les petits objets qu'on achète à la maison qui sont connectés collectent des données. Et on sait où est-ce qu'ils sont envoyés, c'est pas en Europe. Donc c'est un problème vraiment sérieux. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand on parle de la souveraineté, c'est également la souveraineté des citoyens, et qu'elle est donnée non seulement par la disponibilité de ces services, mais également par leur capacité à utiliser correctement ces services. Et donc ça passe également par l'éducation, qui me paraît être un sujet central dans ce concept de souveraineté. L'éducation à l'usage du numérique. Qui enchaîne? Très bien. D'abord, juste pour dire que ce qui s'est passé avec vos années d'agriculture, c'est généralisable
sur la santé des ingénieurs dans le numérique, sur les supply chains dans l'aéronautique, dans tous les domaines économiques, on sous-estime très très largement l'intelligence économique que les autres font. Et au risque de choquer certains, le problème c'est pas eux, c'est nous. C'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour se protéger et pour avoir conscience que notre intérêt commun, notre intérêt particulier dépend de l'intérêt commun en Europe. Il n'y a pas un seul pays en Europe qui a la capacité de se mettre à la taille de ce qu'on a en face. Donc, soit on est capable de fédérer des relativement petits par rapport aux autres pour faire quelque chose de résistant et d'assez gros pour être compétitif. Et il faut, dans ce cas-là, alors, première chose, il faut être compétitif, parce que si on n'est pas compétitif techniquement, etc., c'est pas la peine de dire il faut assembler in Europe. Donc, la première chose, je suis un peu plus là-dessus, il y a plus de 10 ans, sur l'autonomie numérique, juste pour dire ça, si on n'est pas compétitif, c'est pas la peine. Et deux, il faut inverser la charge de la preuve. Ce que j'ai décrit tout à l'heure comme la solution de facilité pour l'acheteur, il faut qu'il justifie de ne pas prendre ce qui est à côté de chez lui. Et ça, il faut aussi combattre le storytelling. Là, on est franchement mauvais, c'est sur le storytelling et le marketing. Il y a des ONG qui font du watch à Bruxelles sur tout ça, c'est assez intéressant de regarder. On est très très mauvais là-dessus, donc il faut se défendre. Je pense que il y a des intérêts différents dans les États membres. Je pense que la revendication de la souveraineté nationale versus européenne, on va être à un carrefour. Donc là, soit on fait plus et on y arrive, soit effectivement, ça va continuer à se désagréger. Mais encore une fois, l'intérêt particulier va dépendre de l'intérêt général à un moment donné. Même le pays le plus fort en Europe, tout seul, il n'est pas assez fort. Donc, il a des alliances. Et on a des valeurs qui sont différentes. On a vraiment des différenciateurs. Je voudrais juste revenir sur les GAFAM, c'est bien, mais si on les oblige à payer l'infrastructure, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, au prétexte de la neutralité, ce qui est quand même très largement abusif, s'ils devaient participer, ça change la donne. Quand vous avez Google qui est opérateur en Californie, vous regardez les tarifs, il n'est pas moins cher que les autres. Donc voilà, donc on a des assets. On a l'innovation, on a des assets, on a le last mile, le dernier hop qui reste avec la sécurité, des choses qui sont des différenciateurs. Il faut les mettre au bon endroit. Et la régulation, c'est pas la régulation pour la régulation, c'est parce que la valeur humaine en France, en Europe, en Chine, c'est pas la même. La vie privée non plus. Voilà. Très bien. Anne-Sophie, tu veux réagir et je réagirai ensuite aussi. Oui. Alors après, souveraineté européenne, souveraineté nationale, moi je serais plutôt pour pousser une souveraineté européenne, parce que tout seul, je ne suis pas sûre qu'on arrive à faire beaucoup. Et donc, voilà, même s'il y a des défauts, je pense qu'on a quand même un bouquet réglementaire qui est sorti ces dernières années, qui est quand même très intéressant. On avait le RGPD, quand le RGPD est sorti, tout le monde a dit l'Europe est contre l'innovation, elle va tout freiner, etc. Et finalement, l'Europe a été innovante avec le RGPD. À mon sens, et ça a permis aussi à des boîtes de se développer et aux utilisateurs du numérique, et vous avez vu avec la chaire, il y avait eu des chiffres qui étaient intéressants sur des adoptions de numérique qu'on évitait parce qu'il y avait des données personnelles qui partaient, que dans le cas des données industrielles, en fait, c'était le Far West, il n'y avait absolument rien, et qu'il n'y avait aucune éducation aussi, du coup, comme il n'y avait aucune réglementation, c'est-à-dire que dans une entreprise, on ne savait pas les risques qu'on prenait non plus en utilisant certains types de services numériques. Je pense que là, il y a un bouquet réglementaire qui est sorti, qui est bien. Après, maintenant qu'il y a le bouquet réglementaire, il faut l'implémenter. Je pense que des associations industrielles comme GaiaX, qui cherchent à définir des standards techniques pour permettre cette implémentation, sont intéressants. Alors là, c'est vraiment, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est poussé par les entreprises. Et là, je reviens aussi à un autre sujet qui est, quand tu parlais, Francis, tout à l'heure, des acteurs et comment s'organiser, comment faire émerger, je pense que l'Europe a aussi une richesse de ces 27 États membres qui sont différents. Qu'elle a aussi des entreprises qui sont différentes et que finalement le côté, alors c'est un peu peut-être utopique ce que je dis ou bisounours, je ne sais pas, mais ce que je vois c'est quand même qu'il y a des entreprises qui veulent travailler ensemble, être interopérables, justement pour arriver à faire face à des géants en fait qui vont très loin dans la valeur et qui au final, même entre eux, ils s'étouffent en fait. On voit bien aux États-Unis aussi qu'il y a des velléités régulières de démantèlement de ces géants numériques, voilà, ils gênent aussi ces géants numériques. Même les Américains aux États-Unis, la Chine c'est différent. Mais donc je pense qu'en Europe, on a quand même une richesse qui est cette diversité, que l'interopérabilité, elle est hyper importante. On n'a pas parlé de l'open source, mais je pense que l'open source est aussi importante dans cet environnement technique pour cette interopérabilité, et que les standardisations, les certifications qui permettent aussi de bien comprendre ce qu'on est en train d'utiliser sont aussi bien. Donc souveraineté, je ne suis jamais hyper à l'aise avec le terme, parce que pour une entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose, et je suis d'accord avec Sébastien, et on le voit au quotidien,
qu'on utilise sovereignty en anglais, mais en fait on a des idées totalement différentes, on a aussi une histoire qui est différente, donc on voit les choses complètement différemment. Par contre, quand on parle d'autonomie, quand on parle de pouvoir mesurer la confiance, quand on parle d'interopérabilité, quand on parle de vendor lock-in et d'éviter ce vendor lock-in, là on se comprend. Après, il y a des secteurs stratégiques, et on voit que les secteurs stratégiques, et c'est ce que tu disais, les géants français comme EDF ou Airbus se sont vraiment mobilisés de façon extrêmement importante sur le sujet, ou amené tout leur écosystème. Le niveau bancaire, il va aussi, et je sais qu'ils ont aussi souffert ces dernières années de situations, des Américains par exemple. Donc on voit quand même qu'il y a des grands secteurs qui se mobilisent. Je pense que l'agriculture, effectivement, c'est hyper compliqué, comme la construction, je les vois aussi beaucoup, parce que beaucoup de TPE et de PME, je mets aussi un focus sur le TPE et PME, je pense que eux, c'est les plus grandes victimes de tout ça, en fait, potentiellement. Donc il y a un vrai besoin d'accompagner les TPE et les PME sur ces sujets, qui ne sont pas leur carnet de commandes. Enfin, je dirais, les TPE et les PME ont leur carnet de commandes, et là, on leur parle d'un sujet qui, pour eux, est stratosphérique. Donc, il y a sans doute besoin au niveau de l'État d'initiatives, de choses sur les TPE. Les grands sont des locomotives pour tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont effectivement plus éparpillés, qu'on commence un peu à détecter, mais qu'il faut aussi accompagner. Voilà. Alors moi, je voudrais, sur ce problème de souveraineté, je pense qu'il y a le plus grand problème, c'est qu'on a à démonter les récits. Les récits, en général, nous cachent des choses. Le récit, on ne peut pas y arriver si on n'est pas à la taille européenne, est un récit. Parce que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Au niveau de la taille européenne, on a réussi à faire des erreurs colossales. Et en fait, quand on regarde les choses sur lesquelles on réussit, c'est effectivement quand des gens ont pris des initiatives. Et quelque part, que ces initiatives se renforcent et au niveau européen trouvent effectivement leur mise en application, etc. Plus le niveau est grand, plus on tombe devant des négociations. Quand Biden négocie avec von der Leyen, on vous donnera du gaz, mais vous ne nous embêtez pas sur le numérique, ça c'est l'Europe. Donc quelque part, il faut, s'il n'y a pas les composantes ne sont pas, se battent pas pour la souveraineté, et ça commence au niveau il y a des petites entreprises qui se battent et qui ont des technologies mondiales, etc. On en connaît énormément. Donc quelque part, bien sûr, le niveau de résistance doit se globaliser, mais s'il n'y a pas des initiatives de souveraineté, parce qu'ensuite on tombe devant les égoïsmes nationaux, nos amis allemands sont quand même des spécialistes, et puis comme on dit, ben voilà, les agriculteurs sont moins puissants, nous on va vendre des voitures, il y a toujours dans les accords des perdants et des gagnants, on ne s'occupe jamais des perdants, c'est clair. Donc moi je dis, sur les aspects de souveraineté, le problème ne peut pas si on dit « Ah, c'est au niveau européen », on est sûr d'avoir perdu. Parce qu'au niveau européen, c'est compliqué. Et par contre, si des initiatives se prennent, élaborent des choses, c'est Schrems, ce n'était pas l'Europe, c'était un Allemand. Donc, quelque part, il faut... Et effectivement, quand vous avez construit toute la construction sur les données avec IDSA, etc., c'était des gens qui avaient pris des initiatives, allemands et français, là, en l'occurrence. C'était pas l'Europe. Et quand ça descend de l'Europe, honnêtement, on a quand même mis des centaines de milliards dans les PCRD, quand je dis peut-être des centaines, et ça n'a pas forcément donné grand-chose. Parce que si on distribue l'argent comme ça, s'il n'y a pas des acteurs qui montent, et puis on n'y arrive pas. J'aimerais rappeler quelque chose, c'est qu'il y a plus de subsidiarité des États des États-Unis, des capacités à agir de façon autonome et indépendante, qu'il n'y en a pour les pays européens vis-à-vis de l'Europe. La Californie fait ses normes. Ces normes, indépendamment de l'État fédéral. On ne peut pas faire nos normes en Europe. C'est assez impressionnant. Je vais mettre un bémol à ça. Le budget fédéral de R&D est de l'ordre de 140 milliards de dollars. Il y en a 40% qui va en Californie, et ceci de manière récurrente depuis 40 ans. Et donc, bien sûr, la Californie est autonome, mais elle est autonome parce qu'elle est alimentée en termes de R&D de manière fédérale extrêmement favorablement par le niveau fédéral.
C'est pas contradictoire. Enfin, C'est surtout pas dans contradictoire. leur autonomie de définir leurs lois, leurs Oui, oui. conditions, etc. C'est-à-dire que Alors, sur des sujets si vous avez, on sociaux arrive, comme l'avortement, la non, pédophilie, tu vas avoir la parole. Parce qu'on arrive quand même à la dernière phase de cette table ronde. Donc, c'est le moment de délivrer votre message, le plus important. Et on a donc regardé on a des infrastructures numériques dans toute son étendue, les télécoms, services, etc., aux données. On a des infrastructures qui sont en grande mutation. On n'a pas forcément l'impression que les acteurs européens, quand je dis européens, pour dire de toute nationalité, soient à la barre de tout ça. Quand on regarde sur la virtualisation, quand on regarde sur tout ça, le cloud, etc. Donc, on s'est posé la question, donc, c'est pas facile de savoir. Au début, on avait, disons, la volonté de dire à 10 ans, 15 ans, comment ça se passera. C'est très difficile parce qu'on a des constantes de temps en plus très différentes. Donc, moi, je dirais, et je vous laisserai conclure ensuite, je dirais, où est-ce qu'on a un cerveau en Europe? On est mis dans le noir. Voilà. On peut déplacer. On a identifié aux États-Unis un certain nombre de cerveaux. On a identifié, contrairement à ce que disent les gens, que les plateformes sont plus fortes que les États. Non, les États-Unis et les plateformes forment un tout cohérent. Ils se soutiennent, de temps en temps il y a des problèmes de démembrement et autres, mais ils se soutiennent, donc il y a des politiques cohérentes et des cerveaux qui réfléchissent. Moi, je pose la question sur la souveraineté à tous les niveaux, où sont nos cerveaux? Et sachant qu'effectivement, du côté de la défense, on n'est pas souverain, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, c'est américain. Je vais fort. Ah, moi je vais fort. Moi, j'ai quand même été marqué sur qui vend des avions. Il y a l'Europe des F-35 et l'autre. Non, honnêtement, c'est clair. Je ne te parle pas des munitions, je ne te parle pas de tout ça. Mais enfin, Voilà, donc c'est à vous maintenant de conclure dans l'ordre que vous voudrez. 1 minute de conclusion. à 1 minute. Ça mérite de réfléchir. Peut-être un peu plus. Allez, on va dire 2-30. Ces derniers temps, je dis que je vais écrire un livre sur la typologie des attitudes qui va et qui est certainement majoritaire, les idiots utiles, les compromis, les corrompus, et puis une petite minorité qui veut vraiment faire quelque chose. Et j'espère qu'on a des cerveaux là-dedans. Mais ceci dit, même la recherche aujourd'hui en Europe est très impactée par le storytelling et par un certain nombre de choses, et ne prend pas beaucoup de recul sur ces usages. Donc moi, si j'ai un message, c'est qu'il ne faut pas refuser l'obstacle. Le monde est complexe. Si on veut le faire par petits bouts dans son coin, c'est mort. Donc on est condamné à faire quelque chose. Et je poserai une question par rapport à ce que tu as dit sur l'Europe. On attend tout du haut. C'est pas seulement que ça descend, c'est qu'on attend tout du haut. Quel financier en Europe aurait toléré qu'un mec mette une batterie dans une Lotus, attendre 10 ans avant de gagner le moindre centime, pour aujourd'hui avoir un outil industriel et faire Tesla? Comment est-ce qu'on aurait pu reproduire cette histoire-là en Europe? C'est pas qu'une question de régulation, d'État, etc. C'est aussi une question de financement, de minding. Il y a beaucoup de choses à changer qui passent, comme a dit tout à l'heure, par l'éducation. Parce que, là, je dis prendre du recul, la plupart des gens, y compris ceux qui devraient et qui peuvent prendre des décisions, ne prennent pas le recul nécessaire par rapport à ça. Et ils vont vers de la solution de facilité. Donc, ne pas refuser l'obstacle, c'est complexe. On peut faire des choses. L'Europe est encore la région la plus riche au monde. Encore. mais effectivement, si on ne fait que laisser les autres mettre des choses sur l'étagère que pour qu'on les achète derrière, à un moment donné, ça va plus être le cas. Qui prend la suite? Moi, je veux bien. Juste une petite parenthèse avant de la conclusion par rapport à l'exemple que vous donniez. Il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que ces entreprises qui récupèrent les données, c'est elles qui vont mettre en place les boîtes de services qui vont nous vendre des recommandations pour optimiser nos systèmes. Non seulement on perd les données, mais en plus il va falloir qu'on paye pour avoir les conseils. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, sur ce qu'on est en train de dire, moi je partage tout à fait ce que Emmanuel vient de dire, et également ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas aller dans la bataille de faire ces gros modèles de données ou ces grands X, Y, Z. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont nos vrais besoins, où est-ce qu'on peut créer une différence.
Et si on prend l'Europe, on connaît tous le financement de la recherche et du développement de l'innovation européen. Et on voit bien qu'il est, par exemple, en général bien sectoriellement, mais qu'il n'y a pas une vision transversale de la chose. Ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un est en train de réfléchir à cela? Parce que, comme on vient, oui, plus ou moins, mais ça se une commission ce matin pour sortir la cyber et les réseaux. Bon, oui, c'est bon, non, ça, je reviens ponctuellement sur ça. La cyber et X, Y, Z, je sais bien. Mais quand on parle des secteurs d'activité, il n'y a pas une réflexion transversale. Or, si on se dit qu'on ne veut pas aller sur le générique, ce que tu as très bien expliqué, Francis, mais qu'on veut avoir vers le spécifique, qui est fortement européen et créer une valeur ajoutée parce qu'on a tous ces verticaux, bah, il faut penser transversal sur l'ensemble des acteurs. Et à mon avis, c'est ça qui manque gravement à la manière dont on décide des financements. Transversal et coopération. Transversal et coopératif, tout à fait. Alors, dans la continuité, je parlais de cerveau, moi, petit retour d'expérience parce que exactement, on rencontre quelques difficultés et on a essuyé les plates sur un certain nombre de choses. Et ce qui nous a manqué, c'est des cerveaux qui gouvernent et qui assument leurs décisions et leur mise en œuvre opérationnelle, à la fois dans la sphère publique et sectorielle. Je te reviens tout à fait sur cette question sectorielle, et les assument jusqu'au bout, jusqu'à la mise en œuvre pour convaincre le dernier maillon qui est l'utilisateur final où la valeur est créée. Il n'en intérêt que si c'est créé. Et même choqué jusqu'au bout, c'est que on a aujourd'hui une vision sur le financement. Je reviens sur ce que vous disiez sur les aides d'État. Aujourd'hui, les aides d'État m'ont tué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une vision pour pouvoir déployer une infrastructure comme nous l'avons fait dans le secteur agricole, qui a mobilisé 12 millions d'euros sur 5 ans, moitié en equity du monde agricole sectoriel, moitié puissance publique. Et quand on dit moitié puissance publique, on y retrouve de la Caisse des dépôts, fonds propres, du France 2030 avec de la subvention de l'avance remboursable et d'autres éléments sur tous les outils possibles de financement. 12 millions avec énormément de services mobilisés. Là où les Allemands, dans le secteur automobile, ont mobilisé avec l'État fédéral 80 millions et ont mobilisé leurs acteurs industriels à hauteur de 5 millions x 10, 50 millions. 130 millions, donc 10 fois plus. Donc aujourd'hui, ce qui est indispensable, même avec c'est de la vision d'investisseurs avisés et d'aides d'État qui pose problème. Parce qu'on ne peut pas demander à des acteurs comme d'infrastructures plus ou moins élevées en termes d'infrastructures, un TRI à 15 points et de sortir dans 5 ans. On est dans du temps long, 10 à 15 ans, avec un taux de rentabilité qui est moindre, même si à la fin ça va cracher. De l'argent et de la rentabilité. Pas, oui, c'est ça. Voilà un peu dans le bon sens. Dans le bon sens, et il y a un vrai sujet du rôle d'accompagnement de la puissance publique sur ces sujets-là, en lien avec les secteurs économiques qui doivent aussi avoir leur responsabilité. Sophie? Oui, non, ça correspond, et ça va avec l'éducation, l'éducation au sens très large et le partage de connaissances. Je pense que quand même, alors effectivement dans ton secteur c'est très particulier, ce que j'entends aussi, c'est des choses autour des compétences et de l'attractivité des entreprises. Quand je vois pas mal de DSI qui me disent finalement on a migré, on est passé d'une solution totalement packagée où j'avais des chefs de projet qui savaient gérer ces trucs-là, mais qui finalement s'ennuyaient. Et là, j'ai créé quelque chose réellement et c'est attractif. J'ai des talents qui viennent parce que tout d'un coup, je fais quelque chose techniquement, là vraiment sur les parties très SI. Donc ça veut dire qu'une entreprise est aussi attractive parce qu'elle fait et pas parce qu'elle gère. Hein. Et donc, voilà. Et donc, du côté de l'éducation, il faut aussi avoir des ingénieurs qui arrivent et qui sachent faire pour arriver à faire ce match-là. Après, moi, je pense beaucoup à la coopération entre les entreprises. Quand je parlais d'Europe tout à l'heure, c'était pas l'Europe au sens Commission européenne, c'était au sens niveau européen de coopération pour arriver à après arriver plus fort, parce que sinon quand on est tout petit, enfin on le vit nous au quotidien dans Gaïaïque, c'est un Microsoft et les autres c'est des rouleaux compresseurs en fait. Faut les prendre en face quand on est face à du lobbying de Microsoft. Par exemple, parce que c'est ceux qui sont visibles, mais il y a des associations européennes comme Digital Europe qui savent très bien faire pour tous les GAFAM, et c'est usant de faire ces multitudes de réunions où en fait ils ont toutes les stratégies pour barrer toutes les décisions qui arrivent.
Donc il faut aussi de l'éducation, de la connaissance, il faut de la coopération, parce que cette coopération, notamment française, là, elle nous a permis quand même de contrer un certain nombre de choses et d'arriver à faire ce niveau 3 des labels où tout le monde nous disait vous êtes complètement dingue, personne, vous n'allez pas y arriver, etc. Là, ils sont opérationnels et on a 2 acteurs qui sont EDF et Airbus et qui ont dit dans nos prochaines RFP, en fait, on va demander du niveau 3 de label de Gaia-X pour les données qu'ils méritent. Donc ça veut dire que par ça, on arrive à enclencher après autre chose, on a besoin d'acteurs majeurs, etc. Mais en tout cas, en cerveau, je pense qu'on a besoin de compétences et on a besoin d'attirer ces compétences dans les entreprises. Et après, au niveau, oui, plus étatique, effectivement, il y a besoin de comprendre ces sujets numériques qui sont à la fois des phénomènes de mode. Donc après, on va avoir des modes où il faut se mettre à la page sur la nouvelle mode, mais il y a quand même une lame de fond. Et après, on a eu des sujets comme, on n'a pas parlé de VMware avec Broadcom récemment, mais c'est des sujets qui ont ému, où on s'est rendu compte quand même de certaines choses on savait à peu près, mais en tout cas, le plus grand public, en tout cas, ne comprenait pas ce sujet-là. Donc, il y a aussi des événements comme ceux-là qui sont malheureux, mais qui sont peut-être aussi l'opportunité pour mieux faire comprendre ces sujets d'autonomie qui ne sont pas juste des fadas qui veulent rester dans leur village gaulois, quoi. Merci Anne-Sophie. Laurent? Laurent, donc, si je reviens au début, je pense qu'on n'a pas de problème d'infrastructure au sens des tuyaux, des réseaux, on les a au même niveau que les Américains. En revanche, ce qui manque, c'est des couches supérieures. Il y a une chose qu'on n'a pas trop abordée, c'est le carburant des couches supérieures, c'est l'argent, le financement. Paradoxalement, les Américains acceptent de financer à perte, avec de l'argent privé, à perte, pendant des années et des années, pour lancer des projets. On n'a pas ce même comportement de risque vis-à-vis de la finance en Europe. Donc ça, c'est un risque ou patience? C'est le problème de risque ou des problèmes de patience? Oui, donc on pourrait penser que les Américains sont plus court-termistes a priori. Et pourtant, dans les faits, dans les financements, ils perdent de l'argent, ils acceptent d'en perdre, et ils acceptent d'en perdre sur la durée. Et c'est l'argent privé, pas de l'argent public dont je parle. Et ça, c'est quelque chose qui m'interroge. Pourquoi nos financiers sont plus risque-averses, ont une plus aversion au risque que non les financiers aux États-Unis. C'est donc la première chose. La deuxième chose dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est que l'Europe interdit le Small Business Act depuis des années et des années. Et donc si on veut créer des caisses, peut-être qu'il serait bon qu'on puisse avoir ce fameux Small Business Act, et c'est l'Europe, la direction concurrence, etc., un marché intérieur qui ne veut pas ce genre de choses. Et ça, ce serait peut-être Moi, je pense que le Small Business Act, c'est une vieille... ça fait 20 ans, 30 ans que des gens luttent pour dire ça. Ça ne se fait pas. Je sais que mon voisin a quelques éclairages là-dessus. Ça ne se fait pas parce qu'il y a des rapports de force. Mais moi, je dis toujours aux entreprises que je rencontre, vous n'êtes pas obligé d'avoir un business act pour, quelque part, ne pas mettre tous vos pions avec les GAFAM, mais mettre vos pions dans des entreprises en France, etc. On pourrait même imaginer qu'il y ait quelques mécanismes qui le facilitent, on en avait parlé, parce que c'est donc effectivement un problème de prise de conscience. Si tu obliges, bon, évidemment tu obliges, mais pour le moment l'Europe n'est pas d'accord, ou n'est pas en position de force vis-à-vis des Américains pour le faire. Donc quelque part, il faut que dans la prise de conscience, les gens disent oui, moi c'est ce que je dis aux entreprises sur l'IA générative, vous allez investir là-dedans, ça va vous coûter ça, et dans 3 ans, 5 ans, ça va vous coûter très très cher. Peut-être que vous pourriez utiliser une partie de vos moyens pour investir dans cette offre qui se développe au niveau français, européen, etc. Et là, c'est une prise de conscience des entreprises qu'elles vont y perdre quelque part. Elles ont l'impression de gagner, et c'était ce que tu disais tout à l'heure, au départ, oui, comme ça, ils n'ont pas de risque en prenant les... C'est atterrant d'entendre qu'il y a un responsable d'entreprise est plus intéressé par sa risque de carrière personnelle que par l'intérêt des résultats. Donc je pense que c'est un sujet important. Ça passe par les formations. Là, sans parler du numérique, mais d'une activité que je connais bien, c'est le conseil. Les grandes boîtes de conseil sont d'abord et avant tout anglo-saxonnes.
et même au plus haut niveau, au plus haut niveau de décision de notre État. Les plus grands ne mettent pas les meilleurs, n'est-ce pas? On ne recourt pas aux petites entreprises de conseil françaises. Si on veut être crédible vis-à-vis de son conseil d'administration, il faut acheter américain. Donc on va peut-être conclure une dernière intervention. Oui, s'il te plaît. Et on a beaucoup parlé de compétences, et je voudrais revenir là-dessus parce que ça me paraît essentiel. On forme des ingénieurs, et bien évidemment d'autres professions, mais en particulier des ingénieurs qui sont reconnus globalement. Les États-Unis, on est devenu exportateur de compétences. Et le problème, c'est que pour former les compétences, il faut qu'il y ait un écosystème national aussi qui puisse les absorber pour que justement ces gens-là gardent un intérêt et pour qu'on puisse maintenir un niveau suffisant pour continuer à former des compétences de haut niveau. Et je trouve qu'on a un problème sérieux parce que, comme je le disais, on exporte des compétences, mais on pourra exporter de moins en moins parce qu'on sera moins à même de les former si on n'a pas un écosystème intéressant pour les accueillir localement. Mais beaucoup plus loin que cela, je pense que l'État français a fait un effort formidable, notamment avec le crédit impôt recherche, avec les bourses CIFRE, etc., qui donnent des bénéfices notamment aux grands groupes, et qu'en général, le retour qui est fait vers le monde académique en général, de ce qui crée ces compétences, n'est pas à la hauteur qu'il devrait être. Alors, alors moi j'ai fait ma carrière avec un pied dans le monde académique et un pied dans le monde industriel. Je fais les deux, et j'ai toujours fait beaucoup d'efforts pour que les deux se rejoignent. Avec Emmanuel, on travaille ensemble depuis 35 ans et je sais très bien ce qu'il pense. Et globalement, quand on regarde surtout encore le métier, il y a une véritable difficulté quand on voit à quel niveau est financé le monde académique par les grands industriels dans d'autres pays qui innovent beaucoup et quel est le niveau de cet investissement en France. Pas forcément, parce qu'on ne va pas faire un dialogue sur le fait que dans mon groupe, on a des milliers de postes ouverts qui ne sont pas pourvus. On n'a pas assez d'ingénieurs en France, donc c'est pas que... Je ne parle pas au niveau de l'ingénieur. Non, attends, c'est pas parce qu'on a... C'est pas qu'on n'a pas l'attractivité, on est souvent placé numéro 1, numéro 2 dans les entreprises françaises, donc on est plutôt bien placé. Donc il y a des gens qui veulent venir travailler chez nous, mais on n'a pas assez d'ingénieurs, ce qui fait qu'on a des raisonnements à haut niveau d'aller chercher ailleurs. Danger aussi, et pour financer la recherche, dans les pays, il faudrait comparer ce qui est payé en impôts et tous les circuits de l'argent qui viennent financer la recherche. Ils ne sont pas forcément la même chose non plus dans l'autre côté. Bon, ce serait peut-être un autre débat. Voilà. Grégoire, tu veux... Je vais juste conclure sur ce que j'ai entendu, ou du moins quelques points saillants. D'abord, merci pour tout ce que vous avez dit. 6 points. Le premier, c'est sur les cerveaux, et je rejoins ce qui a été dit à la fois, je crois, par Laurent Benzoni, par Daniel Kaufmann, par Emmanuel Dotaro, sur le fait qu'on ne gagne aucune bataille sans les cerveaux correspondants. Et c'était aussi ce que j'ai mentionné en disant que c'était une des pierres d'angle de la stratégie américaine actuellement. Donc il faut prendre ça en compte et il faut avoir un effort considérable sur la concentration de cerveaux en Europe. Et se donner les moyens pour ça, y compris dans les arbitrages budgétaires qu'on fait. Le deuxième point, c'est que l'Europe importe, mais la coordination à géométrie variable peut aussi être utile. Et ça, je rejoins ce qu'a dit Anne-Sophie, par exemple. D'ailleurs, dans un très grand nombre de projets industriels, souvent c'est parti de l'initiative de 2 ou 3 Européens qui s'entendaient entre eux, et puis ensuite, éventuellement, ça s'étend. Mais par contre, s'entendre à 27 est tout de même compliqué. Et en particulier sur les sujets que nous avons abordés ce soir, je note que la composition de la nouvelle commission consiste à donner tous les sujets de souveraineté et de numérique à des pays de l'Est de l'Europe jouxtant la Russie, dont les commissaires seront, je suppose, sensibles à leur gouvernement propre, qui eux-mêmes seront très sensibles au fait qu'ils ont besoin absolument des États-Unis pour les protéger, ou que sinon ça se passera très mal pour leur matricule. Et donc, je ne suis pas persuadé que l'initiative politique sera extrêmement forte de la part de la Commission en l'espèce, mais que par contre, des initiatives coordonnées significatives au niveau européen peuvent néanmoins percer dans ce cadre, à condition qu'on les soutienne durablement. Le troisième point, c'est sur souveraineté versus autonomie stratégique. Quand on pose la question aux juristes, et là je vais rejoindre ce qu'a dit Laurent Benzoni à un moment donné, on a quand même du côté des Allemands, mais c'était vrai des Britanniques quand ils étaient dedans, et c'est vrai des 4 ou 5 pays souverainistes aujourd'hui qui existent en Europe,
des haussements d'épaules ou bien il n'en est pas question, de toute façon c'est nous qui décidons, la souveraineté ça consiste à pouvoir décider tout seul et donc pas de manière partagée. Et donc on a beaucoup utilisé le mot terme de souveraineté en matière numérique. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée possible. Je pense que la notion d'autonomie stratégique qui revient quelquefois à partager des capacités de décision, mais sans pour autant mettre en cause la totalité de l'architecture juridique, est quelque chose qui est utile. Et c'est en particulier ce qui est apparu lorsque, je crois que c'est Francis a mentionné les négociations conjointes entre des secteurs très différents, entre l'agriculture et l'automobile, ou des choses de ce moment-là, où ça échappe à un secteur donné ou à une thématique donnée. Et à ce moment-là, il est très difficile de mettre ensemble, de prendre des décisions cohérentes du point de vue d'un secteur donné ou d'un type d'activité donné. Donc c'est là que si on a des dispositifs qui est une stratégie fixe sur une autonomie stratégique à plusieurs, on a des chances d'y arriver mieux que si on essaye systématiquement de donner un pouvoir absolu à un élément de décision. Le quatrième point qui n'a pas été abordé du tout, c'est la Chine, ou très peu. La question, c'est un peu brutal, c'est est-ce qu'il vaut mieux finalement une alliance euro-atlantique, souvent repoussée, souvent proposée, versus la Chine et plus généralement le Sud global, ou est-ce qu'elle est par nature extrêmement polémogène? Les questions là-dessus sont partagées. Nous sommes quand même plus près des États-Unis que de la Chine. Et je pense que là, il y a un sujet en particulier sur les questions de liberté individuelle qui est absolument majeur, et sur les usages qui peuvent être faits de l'IA en termes de liberté individuelle. Donc, ça plaiderait plutôt pour que, bien sûr, nous cherchons à être autonomes ou le plus autonome possible en Europe, mais si l'enjeu se trouve être de faire face à la Chine, ça peut néanmoins passer par des alliances utiles avec les Américains. Le cinquième point, c'est sur les marchés publics et le Small Business Act. Je pense, comme Francis, qu'on peut faire des tas de choses avec les marchés publics à condition d'avoir écrit convenablement les choses, sans pour autant rentrer dans là aussi dans du juridisme formel qui bute sur un élément tout simple que connaissent pas tous ceux qui ont négocié comme moi l'OMC, c'est que dans les accords de l'OMC sur les marchés publics, les Américains ont obtenu à l'arraché une clause du grand-père sur le Buy American Act, et que par conséquent, il s'abstrait de cela. Puis comme par ailleurs, Trump s'est abstrait de l'OMC tout court, le sujet est clairement que les États-Unis n'entendent pas faire le moindre effort pour changer le Buy American Act. Alors la question est-ce que l'Europe peut le faire? Si elle le formule comme ça, elle va immédiatement avoir, parce qu'elle respecte encore l'OMC, des réactions des Américains et des Chinois au titre vous êtes non compliant avec l'OMC et par conséquent il faut des éléments compensatoires. Et là, on tombe en face de la section 301 du commerce américain, qui a un très gros bâton et vis-à-vis duquel c'est assez facile de diviser les Européens les uns avec les autres. Ça s'est produit à plusieurs reprises. Donc je ne pense pas qu'il faille remettre ça en cause sous la forme on va faire un Small Business Act. Par contre, que l'on puisse, dans des marchés publics avec des bonnes raisons, sur les exceptions qui existent dans l'OMC, sur la défense, sur l'environnement, sur la santé, sur plein de sujets, dire ça échappe c'est exceptionnel par rapport au marché public, on peut faire passer des choses, et ça je pense qu'il faut travailler là-dessus et s'en servir. Et puis le dernier point, c'est un peu ce que je disais au départ, sur le long terme, c'est-à-dire que le risque et la patience. Alors le risque sur le capital, oui, ça suppose également d'avoir des capitaux. Les capitaux publics, on en a de moins en moins, donc il faut quand même des capitaux privés. Et pour avoir des capitaux privés, aussi il faut ne pas surcharger indéfiniment les barques d'impôts. Donc ça, je rejoins un peu ce qu'un des ministres du gouvernement vient de dire aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Fondamentalement, ça revient aussi
à ne pas remettre en cause ce qui est en train de faire le Parlement, les réformes sur les retraites. Parce que si on regarde d'où viennent les déficits, ils viennent pour plus de la moitié des dépenses sociales et leur croissance plus rapide que le reste, et aussi du vieillissement de la population. Et donc, si on ne traite pas ce sujet-là de manière sérieuse, à ce moment-là, on crée un étranglement sur les capacités d'investissement de manière macroscopique. Et c'est donc un élément. Donc, si on ne traite pas la question de la quantité de travail au long de la vie et de la façon dont on gère les retraites de manière sérieuse, c'est pas la peine de parler de souveraineté. Voilà, autrement dit, il faut de l'effort et de la patience pour ça, et ça se traite sur du long terme. Je vous remercie pour tout ce que nous avons dit là. Un petit point de divergence. Je pense que dans le numérique, on est en situation de vassalisation aujourd'hui. Je pense que dans la défense, on est en situation de vassalisation. L'OTAN, on parle même d'une commission OTAN, il ne faut pas exagérer. Donc on est dans une situation de vassalisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui dans l'OTAN, et l'OTAN est quand même dirigée, financée d'ailleurs, dirigée par. Donc pour moi, sur la Chine, je pense que c'est une mauvaise façon, et d'ailleurs notre président l'a dit, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par les différends, qui sont des différends de rivalité, de domination, entre le... Et donc, ça c'est la chose fondamentale. Sinon, on va se retrouver dans un parti de guerre parce que quand les rivaux se mettent comme ça. Donc, l'Europe doit, pour moi, la Chine, et du point de vue du numérique, la Chine et les États-Unis, c'est la même chose. Donc, simplement, comme on est en situation de vassalisation, on a eu des interdits. On ne peut plus acheter chinois, on ne peut plus faire chinois, etc. Ça donne la vision de la concurrence, parce que l'esprit de concurrence et de l'OMC, qui n'existe plus beaucoup. Donc je pense qu'il ne faut pas se laisser accaparer par ça. Parce qu'on sait bien que quand on dit tel chinois est en train de récupérer nos données, bah, c'est vrai dans les réseaux sociaux, quand l'Amérique découvre que les réseaux sociaux c'est évident. Donc pour moi, il faut effectivement que l'Europe ne soit pas entraînée dans ce genre de choix. Et on trouvera toujours des arguments. Les droits de l'homme, on sait bien que c'est quelque chose qui est à géométrie variable quand on l'utilise ou pas, selon. On a un tas d'exemples dans l'histoire. Donc moi, je me dis, moi je pense qu'il ne faut pas refuser, comme a dit Emmanuel, il ne faut pas refuser l'obstacle. Et refuser l'obstacle, c'est extrêmement important parce que c'est se mobiliser et donner à l'Europe une capacité de faire d'ailleurs qu'au niveau mondial, ça aille mieux. Parce que si on va vers cette montée en opposition, soit avec la Chine, soit avec d'autres pays, d'autres grands pays comme l'Inde, etc., au bout d'un moment, ça va finir très mal. Donc c'est la seule chose que je supervise. Tu n'as pas manqué de noter que j'ai dit que l'alliance US-UE contre la Chine était par nature polémogène. Donc je crois que polémogène, ça veut dire qu'elle est source de guerre. Donc il ne faut pas, sauf que ça peut arriver en tout état de cause. Et à ce moment-là, la question sera tout de même de savoir avec qui on joue de manière préférentielle. Donc je crois qu'il faut avoir ça présent à l'esprit. Merci pour tout ce qu'on a dit ce soir. On n'a évidemment pas pu tout traiter, mais ça a abordé tout de même pas mal de sujets. Et pour le reste, eh bien, vous avez 230 pages à lire, donc je recommande chaleureusement à chacun d'entre vous. Bonne soirée et merci pour un prochain numéro. Merci. Merci. 222.